Bonsoir tout le monde. Ah, on est bien. Oh non, mais moi je reste debout, je suis hyper athlétique. Et ben c'est notre troisième talk. Je crois que j'ai oublié, j'ai paumé j'ai déjà paumé le bitonio pour passer le slide. Pas gauche. Merci, je crois. Donc, merci d'être venus tous si nombreux ce soir. Je pense que d'autres personnes vont arriver progressivement. On va parler d'un sujet qui est un petit peu à la mode en ce moment, qui est l'intelligence artificielle. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'intelligence artificielle dans cette salle? Si vous êtes sur LinkedIn. Oh la vache. Oui, alors, on est face à des tourneurs Fraser, donc c'est un public un peu particulier. C'était assez inévitable de parler d'intelligence artificielle pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que chacun d'entre nous sait à quel point ça va impacter nos boulots, nos vies, l'avenir de nos enfants et l'avenir probablement de la planète. On va s'arrêter à nos boulots pour ce soir, ou pas. Et c'était inévitable aussi parce que je pense qu'on commence à avoir certaines expertises et certaines personnes qui savent de quoi ils parlent. J'ai tendance à dire une blague un peu salace qui est que on disait même sur le big data à l'époque que pour moi l'intelligence artificielle, on a un peu l'impression d'entendre des puceaux parler de chemsex dans le sens où c'est une espèce de fantasme, mais personne ne connaît vraiment la réalité. Et aujourd'hui, on approche le moment où on a une certaine maturité sur le sujet. C'était donc non seulement le moment pour la perception qu'on en a d'en parler, mais aussi le moment parce qu'on va pouvoir en parler de manière assez concrète. C'est pourquoi on a aussi la chance d'avoir à Barcelone et venu de Paris et de Normandie, de quelque part en France, entre la Normandie, des territoires, des vrais experts à qui je vais vite laisser la parole parce que, à part avoir écrit un livre blanc avec Lilian, vous verrez ça à la fin, je m'y connais beaucoup moins. Donc nos experts du jour sont Guillaume Laporte, ici présent, qui est le Chief AI Officer, qui est un nouveau job, le Chief AI Officer. Il y a des places devant, messieurs. Voilà. Pour l'interro tout à l'heure, ça sera important. Et Chief AI Officer de Foundever, qui est le 3e BPO mondial. Donc je pense que son point de vue sur l'impact concret de l'IA sur certaines catégories de métiers va être très intéressante. Bilal Chloé, qui a monté Succeed, qui est un expert en growth et qui a monté Succeed, et l'outil Ubi, qui, en gros, vous produit des stagiaires à la demande. Voilà, c'est ça. Plus de conventions. Plus de ouais, je me suis réveillé tard, machin. On connaît bien le problème des stagiaires à Barcelone. Au bout de 3 semaines, ils arrivent à 12h30 en disant j'ai raté mon bus. Ouais, bon. C'est pas à quelle heure il a pris son bus. Et enfin Lilian Delaveau qui a monté Miakito, qui est entre une agence de conseil et de développement qui permet d'implémenter l'intelligence artificielle dans les process métiers. L'idée, et vraiment après je vais laisser à Lilian commencer l'histoire un peu de l'intelligence artificielle. L'idée qu'on essaye d'avoir dans ces talks, c'est toujours d'éclairer un sujet de 3 manières. De la manière on va dire de ce qu'on appellerait l'annonceur ou de l'entreprise, ce qui sera le rôle de Guillaume, de l'annonceur de la technologie, ce qui sera plutôt Bilal, et puis du point de vue de l'agence, mais que je dirais plutôt du facilitateur, qui sera ce rôle de Lilian pour essayer de couvrir le mieux possible le sujet. J'espère que ce sera le cas, d'autant plus que vraiment maintenant je l'ai fermé. La manière dont on va marcher, c'est juste qu'on va toucher 3 sujets dans le cours du talk. Le premier sujet, c'est la question du travail, job displacement, remplacement. Le deuxième sujet, ce sera la conduite du changement, c'est-à-dire comment est-ce qu'une boîte aujourd'hui qui voit l'IA comme étant soit une menace, soit le fantasme d'avoir plus aucun employé, fantasme assumé, mais voilà, et à la fin, les cas d'usage et les outils les plus communément utilisés. Voilà, on essaie d'orchestrer ça de manière à ce que ce soit le plus concret possible et qu'on touche les sujets qui vous concernent le plus. Voilà, je passe la parole à Lilian pour un petit cours d'histoire qui ne durera que 48 à 49 minutes. Voilà. Super, ouvrez vos manuels à la page 16. Du coup,
On fait un petit... quand on discutait en amont de Stoke avec Guillaume, et au passage dans les différentes aventures qu'on a eues jusqu'à présent, on s'est rendu compte que c'était quand même important de faire juste un tout petit peu d'histoire, parce que, en fait, tu citais tout à l'heure tout ce qui est les sujets big data, on a eu la blockchain, etc. etc. Et en fait, il y a vite la tentation de rester sur les cas d'usage, qui sont les trucs les plus importants, les cas d'usage, comment l'utiliser, etc. Ça reste assez important de prendre juste un tout petit peu de temps pour se dire que ce truc-là n'est pas magique, c'est pas arrivé de nulle part. Et comme me l'a dit un gars vénère sur LinkedIn ce matin en commentaire d'un de mes posts, l'IA, ça ne date pas d'hier, ça date de bien avant-hier. Et donc, je vais vous faire juste une toute petite passe très rapide. Hop, pas du tout. Non, ça c'est très bien déjà. Donc, en fait, depuis le tout début de l'informatique, donc pour ceux qui ont vu des films récemment, Turing, voilà, on commence à faire des algorithmes, la notion même d'ordinateur, on va dire, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, commence à arriver. Et il y a un gars qui se pointe. Alors c'est assez amusant, il est psychologue, il n'est pas informaticien, qui se dit quand même, ces histoires d'ordinateur, ça n'a jamais marché, parce que nous, on a un cerveau, on a des neurones dedans. Donc on va arrêter ces histoires d'ordinateur, on va faire des neurones. Alors c'était super, le mec a bossé dessus pendant quelques années avec des chercheurs en informatique, puis ça ne marchait pas en fait. C'est-à-dire qu'on déployait des monstres de technologie de l'époque, évidemment, pour réussir à additionner deux chiffres, et ça ne marchait pas tout le temps. Donc la piste des algorithmes a été quand même plutôt privilégiée. 1980, donc l'idée de ce chercheur que je cite pas, qui était Rosenblatt, est reprise par des chercheurs du MIT qui se disent quand même, le truc c'est que c'est pas tout d'avoir des neurones, mais je sais pas si vous connaissez, dans le cerveau c'est organisé en couches. Alors même d'un point de vue très abstrait, on a le cerveau reptilien, ensuite on a tout le cortex moteur, etc. Il y a différentes couches. Donc ils se disent, ok, donc peut-être que cette histoire de neurones n'était pas si débile que ça, mais allons plutôt les empiler en couches. Donc ils inventent ce qu'on appelle à l'époque le perceptron multicouche, qui est vraiment le fait de se dire, tiens, on met plein de neurones à la suite. Alors ils commencent à obtenir des résultats rigolos, mais là aussi, en fait, ce dont souffre le perceptron multicouche à l'époque, donc cette idée du réseau de neurones, c'est que c'est super sympa, mais ça marche 100 000 fois moins bien que là où on est l'informatique à l'époque. 1980, on commence à avoir des tout premiers micro-ordinateurs personnels, le ZX80, un truc comme ça date à peu près de là, je pense. Donc cette idée-là, elle est sympa comme sujet de recherche, mais elle ne prend pas. Alors je ne sais pas pourquoi on n'a pas le droit de voir la suite des slides, Guillaume. Parce que, ah si, génial. Bon, c'est une histoire très très condensée, on va faire un grand bond en avant. En 2012, je vais me mettre sur le côté comme ça, regarde, hop, trop bien, ça sera mieux comme ça. En 2012, il y a des chercheurs qui font des concours. Je ne sais pas si vous savez ça, mais les gens qui font de la recherche, souvent pour se challenger, comme ils n'ont que des fonds publics et qu'ils n'ont évidemment aucune problématique de rentabilité, ils s'emmerdent vachement. Alors ils font des concours. Et là, les quelques chercheurs dans la salle, dont ma femme, vont me buter à la sortie. Donc, ils font un concours pour essayer de trouver le meilleur algorithme pour reconnaître des objets sur une image. Parce qu'en fait, avant 2012-2010, on ne sait pas faire ces trucs-là. Donc ils font un concours, et bon, alors on fait des concours, les gens inventent des algorithmes. Alors oui, s'il y a deux triangles et un truc rond en dessous, ça doit être un chat. S'il y a deux ronds avec un carré au-dessus, ça doit être une voiture. Ils inventent des algorithmes très précis pour dire, voilà, je veux reconnaître une voiture d'un chat, d'un chien. Mais c'est des algorithmes qui vraiment fonctionnent de manière ce qu'on appelle déterministe. C'est-à-dire que si jamais je commence à rajouter des koalas dans l'équation, on va dire c'est peut-être une voiture, parce que je pourrais y avoir deux oreilles, la tête est à peu près carrée. Ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Ça marche, mais assez peu. Et là, il y a une poignée de chercheurs qui vont avoir une idée folle. Ils vont ressusciter le truc de 1957 puis 1980, et ils vont se dire, non, mais l'idée des réseaux de neurones, en fait, elle était brillante. Juste, il faut en mettre beaucoup plus. Mais quand je dis beaucoup plus, c'est qu'on tournait à quelques centaines ou milliers de neurones, et ils se disent, on va en mettre des millions et des millions. On va faire deux choses. On va mettre des millions de neurones, on va mettre des dizaines de couches. Je vous avais dit, il y a des couches. Et surtout, on va mettre beaucoup de données. On va considérer que si c'est un cerveau, il doit être entraîné. Ce n'est pas à nous de lui dire c'est quoi un chat, c'est quoi un chien. On va lui montrer des images de chats, de chiens, mais on ne va pas lui en montrer 10 ou 20. On va lui en montrer 10 000, 100 000, etc. Et là, c'est la première fois qu'on a, on va dire, une supériorité remarquable du réseau de neurones sur le reste des algorithmes classiques. Et donc, démarre un historique qui nous amène à aujourd'hui, et je vais essayer d'accélérer quand même un petit peu. Maintenant qu'on a cette histoire de réseau de neurones, on l'étend, on ne fait plus que de l'image, on commence à faire du son, on commence à essayer de faire de la génération de voix, on commence à essayer aussi de s'intéresser à un truc qui a l'air simple mais qui n'est pas du tout, c'est de comprendre le langage humain. Et on a un problème quand on veut comprendre le langage humain, c'est que toutes les phrases ne font pas la même taille.
Alors que quand on a par exemple une reconnaissance d'une image, une image c'est toujours 4000 pixels par 4000 pixels. Bon, qu'il y ait un chat, un chien ou un koala, c'est à peu près dans cet espace-là. Une phrase, ça peut être long, ça peut être court. On peut exprimer des choses très vite de sens sur plusieurs paragraphes, ou des idées très profondes en une phrase. Chose dont Guillaume est assez commun, je ne dirais pas si c'est sur l'un ou sur l'autre. T'as mis l'ambiance, alors j'essaie de participer au truc. Du coup, très rapidement, en 2016, Google sort un papier qui s'appelle Attention is all you need, un papier de recherche, où ils se rendent compte qu'en fait, nous, humains, quand on lit une phrase, on ne la lit pas d'un coup. On se concentre sur certains mots, et quand on a envie de connaître la réponse à quelle est la couleur de la porte derrière, en fait, on se concentre sur les mots porte et derrière. Quel est le couleur un petit peu, mais tous les mots, les points, etc. Bref, on concentre notre attention sur des parties de la phrase. Et donc, ils trouvent cette idée, avant de devenir chiant, qui s'appelle l'attention, et une architecture plus globale qu'ils inventent pour le langage, qui a plein d'applications par ailleurs, qui s'appelle les transformers. Et on commence à être capable de traiter du langage, ou en tout cas de traiter des séquences qui ont du contexte. Même les films vont être concernés quelques années plus tard. Bref, on arrive en novembre 2022. OpenAI, fondé par des ex de Google, à moitié Elon Musk, on ne sait pas trop, c'est bizarre, etc., nous pond en novembre 2022 un truc qui s'appelle ChatGPT. En réalité, les GPT 1, 2 et 3, que la plupart d'entre vous n'ont pas connus, et qui étaient des espèces de compléteurs de phrases un petit peu mal fichus, ont toujours existé. Mais GPT 3.5, c'est le premier modèle qui arrive à dire des trucs qui ressemblent à du langage humain. Ils mettent ça dans une interface, ils l'envoient à tout le monde. En 5 jours, il y a 100 millions d'utilisateurs, et on se retrouve ici aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait si on considère 2012, entre guillemets, on va dire, ce qu'ils ont fait en 10 ans de recherche, pas que eux, mais tout le monde de la recherche, ce qui leur a coûté, je crois qu'on est aux alentours d'entre 650 et 700 millions de dollars pour réussir à faire le premier ChatGPT, et en fait, on commence à pouvoir le refaire hyper simplement, hyper facilement, certes quand on est chercheur, quand on s'y connaît un petit peu, mais on commence à pouvoir le faire pour des coûts vraiment très réduits. Et donc il y a la règle des 3, je crois pas qu'on l'ait mis dans nos docs, mais il y a ce qu'on appelle la règle des 3 aujourd'hui. Alors c'est valable que cette année probablement, mais pour refaire un modèle du niveau de GPT-4 aujourd'hui, donc il y a un modèle quand même qui est utilisé professionnellement, enfin par nous, je pense tous, au moins on y touche, sans dire qu'on l'utilise tous, ou des modèles de ce niveau-là, il faut 3 mois, 3 chercheurs avec un PhD et 3 millions d'euros. Ce qui est en fait dérisoire par rapport aux 700 millions qui ont été nécessaires pour faire GPT 3.5, qui était 100 fois moins intelligent. Donc voilà, je m'arrête là, je ne donne même pas de contexte, j'ai fait mon historique. On est aujourd'hui ici. C'est parfait. Et donc, on est aujourd'hui ici, post-2022, post-novembre 2022, avec ce qui semble être une révolution. Et je pense que la première des questions, elle est de savoir, en gros, quel est l'impact sur le travail. C'est-à-dire, est-ce qu'on va tous être remplacés par machine, ou à quel point on va être remplacé par machine. C'est pour ça que je pense que l'avis de Guillaume Laporte sera intéressant pour savoir demain dans quel monde du travail on va être. Et donc Guillaume, puis Bilal, puis Lilian vont un peu partager leur opinion et déjà un peu ce qu'ils voient arriver ou ce qu'ils voient être mis en place déjà aujourd'hui. Je sais pas où est-ce qu'on se situe, mais voilà, l'idée c'est le boulot de demain avec cette intelligence artificielle. Comment ça marche ? Alors, bonjour à tous. Mon nom, c'est Guillaume Laporte. Du coup, comme l'expliquait Guillaume, je suis le Chief AI Officer de Foundever. Avant ça, start-upper pendant 7 ans. Depuis le début de ma carrière, je fais que de l'intelligence artificielle conversationnelle avec les anciens modèles d'intelligence artificielle avant, donc la NLP avec des modèles de vecteurs, et puis maintenant avec justement des LLM pour être capable de générer non seulement la compréhension mais les réponses. Et donc Foundever, pour vous donner un peu de contexte, c'est un des leaders mondiaux de la relation client. C'est la 3e plus grosse entreprise de BPO, donc BPO Business Process Outsourcing. On gère aujourd'hui le service client de 750 des plus grandes marques du monde. Donc quand vous appelez, vous tombez probablement sur un agent Foundever qui vous répond. On en a en tout 165 000 dans 170 sites dans le monde. Donc c'est plutôt une grosse entreprise. Et on m'a proposé il y a 7 mois de rejoindre Foundever pour mettre en place de l'intelligence artificielle dans nos opérations, pour pas vivre un moment à la Blockbuster Netflix, à la Motorola Apple. Enfin voilà, les exemples, il y en a pas mal. Et comment est-ce qu'on va
implémenter de l'IA pour essayer de faire perdurer cette entreprise qui a mis 30 ans à se développer. En réalité, l'IA ne permet pas d'automatiser le travail de tous les agents de service client, ni maintenant, ni dans les 2 prochaines années. Est-ce que dans 10 ans, probablement, moi en tout cas je suis plutôt un optimiste par rapport à nos progrès, donc dans 10 ans, est-ce qu'il y aura une forme d'automatisation qui permet d'automatiser 99% de la relation client? Je le pense. Après, là aujourd'hui, non, ça a des impacts assez forts quand même. On voit des réductions du volume quand on met en place des bots de 15-20%, donc il y a quand même des économies assez significatives à aller chercher autour de la relation client. Je pense que l'impact le plus court qu'on va voir, alors là je parle que de la relation client, mais j'ai aussi un avis plus général sur l'emploi. Je pense que ce qu'on va voir, c'est plus des mouvements d'emploi, un petit peu comme on a vu ces dernières années avec le work from home, où voilà, il y a eu des changements au niveau depuis où les gens travaillent, mais au final, on n'a pas détruit les emplois parce que maintenant il y a moins de transport à faire pour aller travailler. Donc en réalité, en fait d'ailleurs là-dessus c'est une perspective de recul à prendre assez intéressante, mais il n'y a aucune révolution technologique qu'on a vécue, donc l'invention du frigo, du tracteur, de l'ordinateur, du téléphone mobile, qui a détruit de l'emploi. On en a constamment créé en fait avec les nouvelles technologies. Donc après c'est juste que c'est plus personnel cette fois parce que c'est notre époque et pas celle de nos parents ou de nos grands-parents. Et c'est plus excitant parce qu'en fait on se met à dialoguer avec des machines comme ça, donc c'est un petit peu plus excitant. Quoique je pense que le premier paysan qui a dû voir passer un tracteur, il a quand même dû pas mal flipper. Donc le sujet que je pense, c'est plutôt que de détruire des emplois, je pense qu'on va en créer et surtout on va en bouger pas mal. Typiquement, un cas d'usage sur lequel je suis en train de travailler, c'est la traduction automatique. Avec les nouveaux algorithmes de speech-to-text, text-to-speech et le LLM au milieu, on peut faire de la traduction qui est quasiment en temps réel avec une seconde et demie de latence. Donc on pourrait imaginer qu'en fait un agent de service client qui gère un client en allemand ou en danois peut être basé aux Philippines ou en Inde. Et on ne sentira pas la différence de l'accent. Et l'agent en Inde parle anglais ou hindou et le client parle en allemand ou en danois. Donc là, ça a un impact très fort parce qu'on peut réduire de façon très importante les coûts, puisqu'un agent en Allemagne va coûter 50-55 000 euros par année, alors qu'en Inde, il va coûter 3-4 fois moins cher que ça. Donc je pense que le premier impact qu'on va voir, c'est déjà qu'il va y avoir un espèce de changement comme ça de travaux. Et après, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise qui vient d'économiser ses sous, en général, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle réinvestit dans autre chose. Et dans quoi qu'est-ce qu'elle réinvestit? Probablement, elle réinvestit dans l'IA. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des sociétés pour l'aider à déployer de l'IA dans ses processus métiers. Et ces sociétés recrutent. Donc au final, vous voyez, il y a un changement comme ça de valeur qui se fait, qui se déplace. Donc c'est plutôt intéressant. Dernier petit point que je voulais dire par rapport à la destruction du travail, je pense que ça dépend aussi du delta financier que l'IA peut avoir par rapport au statu quo. Donc je m'explique un petit peu. Un agent de service client avec de l'IA générative aujourd'hui, si vous mettez justement du speech-to-text, du text-to-speech, du GPT-4 pour faire un agent virtuel, ça vous coûte quand même à peu près 20-25 centimes par minute en algorithme, ce qui est assez cher. Donc sur un appel de service client de 4-5 minutes, vous vous retrouvez avec un coût total par conversation d'à peu près 1 euro, 1,50 €. Au final, un agent aux Philippines aujourd'hui, il va faire le coût d'une conversation de 4-5 minutes, il est plutôt de 50 centimes. Donc au final, l'IA, dans certains cas, est plus chère que les humains. Donc finalement, est-ce que vraiment ça vaut le coup de déployer de l'IA à fond pour tous les cas d'usage, pour tous les pays, pour tous les besoins? Pas forcément. Moi, une industrie que je me réjouis de voir se faire disrupter, donc là je donne une petite idée de start-up, s'il y en a comme ça qui réfléchissent à des trucs à faire, c'est plutôt le monde, par exemple, du conseil. Vous savez, ces cabinets, la McKinsey, KPMG, etc., où vous payez à peu près 1500, 2000, 3000 euros par jour pour que quelqu'un qui vient de sortir d'école de 23 ans fasse des recherches sur Google pour vous donner une conclusion qui était probablement la même que la vôtre au début. En fait, ça, probablement, mettre le bon algo dans les mains de quelqu'un dans votre entreprise. Donc il y a des outils très cool, Perplexity, qui fait de la recherche sur Internet et qui synthétise vos recherches pour vous. GPT-4 aussi avec la recherche sur Bing, pourquoi pas. Il y a plein d'outils comme ça.
Vous équipez quelqu'un qui a exactement les mêmes qualifications, qui vient de sortir d'école de commerce ou de l'université, ou qui a la tête bien faite, et il arrive probablement aux mêmes conclusions que le consultant McKinsey que vous venez de payer 200 000 euros. Donc là, je pense qu'il y a un delta plus fort à aller chercher, quoi. Une licence Perplexity, ça coûte 20 euros par mois. Votre stagiaire à Barcelone, il coûte pas grand-chose non plus. 20 euros, un peu plus quand même. Et par contre, le consultant, il coûte toujours 200 000 euros. Donc je pense qu'il y a des industries comme ça auxquelles on ne pense pas, mais qui devraient être bien plus disruptées par l'arrivée de l'IA générative, qui permet d'être beaucoup plus productif. Voilà, j'ai fait une réponse très très longue, désolé, mais c'était un peu ma contribution aujourd'hui. Voilà. Super intéressant. Du coup, on parle de stagiaires disruptés. Je pense que c'est le principe de base du BI. Est-ce que, Miel, tu peux nous raconter l'idée du BI et puis comment tu vois cet impact sur le marché du travail, finalement? Ouais, totalement. Alors, pour me présenter rapidement, déjà, j'ai commencé il y a 6 ans, pareil, dans le monde de la start-up. En growth hacking, on a monté une agence et on a accompagné à peu près une centaine d'entreprises. Donc, on était toujours dans le concret, l'opérationnel. Et en fait, l'IA est arrivée un peu plus tôt, comme tu disais, GPT-1, GPT-2, GPT-3. On l'utilisait, nous, sur Copy AI. Donc, ce que tu dis, c'était intéressant. C'était sur la partie probabilité de ChatGPT. Ce qu'il faut comprendre, que c'est de la proba. On est sur de la probabilité. Et donc, en fait, c'est pas déterministe et la réponse de ChatGPT sera jamais vraiment sûre. Et je pense que ça a un impact dans le sens où on n'aura pas de, comme disait Guillaume, il y aura une transformation qui va arriver et pas du tout du remplacement, pas de remplacement tout court. Par contre, il y a, donc je switchais, je repars sur moi, désolé, je veux. Donc on a monté notre agence il y a déjà 6 ans. Ce que je disais, voilà, on a accompagné tout un tas de startups. On a switché sur l'IA en 2022, fin 2022, et on a commencé à accompagner tout un tas d'entrepreneurs et on a formé plus de 500 personnes à l'intelligence artificielle sur 2023. Et sur cette année 2023, on a en fait récupéré tout un maximum de retours sur lesquels on a identifié à peu près 4 problématiques principales sur l'intégration de l'IA dans un business. C'est la principale, c'est que ça coûte cher et qu'on n'a pas forcément de ressources nécessaires pour intégrer l'IA. La deuxième, c'est qu'il faut se former. Et la troisième, j'ai oublié. C'est qu'il faut s'en souvenir. Ouais, désolé. Un peu de stress, mais ça va aller. Et donc voilà. Et donc on a récupéré un maximum de retours. On a commencé à monter une société il y a, on va dire, 6 mois. Et on a bossé sur un logiciel qui s'appelle Ubi. Donc je reviens sur ce que tu disais au début. Donc c'est une plateforme d'intelligence artificielle conçue pour les entreprises, en réalité, qui va vous permettre de dupliquer un employé. C'est-à-dire ce qu'on appelle un agent. Tu l'expliquais très bien dans une vidéo que j'ai vue ce matin. Ouais, c'était très bien expliqué. Et en gros, ouais, vous allez pouvoir. Nous, l'idée, c'est qu'il y avait une problématique, c'était que vous ne pouvez pas connecter la data à votre entreprise. Donc, on s'est occupé d'abord de créer tout un tas d'intégrations pour connecter des modèles type ChatGPT et autres. Une fois que vous avez connecté tout ça, vous allez pouvoir en fait affiner l'IA, et une IA affinée est beaucoup plus performante qu'un modèle généraliste. Et de là, vous allez pouvoir justement dupliquer et créer des sortes de mini-stagiaires, donc avec tout un tas de cas d'usage, génération de comptes rendus. Pour les VC, par exemple, on a fait des analyses de pitch deck et tout un tas d'autres use cases. Voilà. Et concernant le monde du travail, en réalité, ce que nous, on a vu, c'est que ça peut faire peur aux gens. On a un peu ce sentiment de vertige de se dire, en fait, on va être remplacé. Mais en réalité, pas vraiment. Ce qui se passe, c'est que il y a un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que ça va impacter énormément le monde du travail dans le sens où 62% si je dis pas de bêtises, oui, 62% des tâches au travail sont linguistiques. Là, on parle de LLM, et donc en fait, ça va forcément impacter à peu près, d'après Accenture, 40%. Ces 40% vont être impactés différemment, mais il y a aussi un truc à comprendre, c'est que on va avoir un déplacement de la compréhension du travail. Il y a comment dire, un use case assez concret. C'est que le designer, par exemple, là, on se dit, voilà, tous les designers vont être remplacés. En réalité, non, ce qui va se passer, c'est qu'on va quand même avoir besoin des designers parce qu'on a besoin de cette appréciation, le goût, etc. Et donc, en fait, on aura des designers booster un peu l'intelligence artificielle. Et c'est un peu tout un tas comme ça d'emplois qui vont être optimisés et sur lesquels on va commencer à évoluer.
Effectivement, Ubi, il y a cette notion de tâche un peu répétitive du stagiaire qui permet de faire de la recherche d'informations, permet de répéter des tâches de plus en plus intelligemment, parce que le principe, c'est que tu crées ton agent, ta base de données, donc au fur et à mesure qu'on s'en occupe, c'est ça qui est un peu vertigineux dans le bon sens, c'est que plus on nourrit cette base, plus elle est intelligente, et plus non pas elle nous remplace, mais plus elle contribue à créer de la valeur nette, en réalité. Et Lilian, ton avis sur le monde du travail? Ouais, donc alors bon, on triche un peu parce que c'est des questions qu'on s'est c'est des questions qu'on s'est posées. Ouais, je parle fort. Merci à la régie qui a baissé le son. C'est des questions qu'on s'est posées quand même ces derniers mois là-dessus. En fait, alors, à titre personnel, j'ai un regard sur l'impact sur le monde du travail qui est d'abord un impact sur le coût, en fait. Et je pense qu'on comprend beaucoup mieux l'impact global. Je vais être très macro, hein, volontairement, parce que vous avez donné des réponses très circonstanciées dans vos boîtes, donc je vais volontairement être très, très, très macro là-dessus. En fait, c'est quoi l'impact sur le coût? Est-ce que quand on introduit, je vais me permettre de reprendre l'analogie que tu faisais avec la première révolution industrielle. Donc, bon, en gros, avant il n'y a pas de tracteurs, maintenant il y a des tracteurs, super, qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'impact? Est-ce que l'impact, c'est qu'il y a moins de gens qui sont en train de trimer au champ? Oui. Mais en fait, ce n'est pas le seul impact. L'impact, c'est une baisse du coût de la nourriture. En fait, on ne l'a pas vu parce que globalement, juste avant, on mangeait des flocons d'avoine, des trucs comme ça. Alors, j'ai une caricature, j'espère qu'il n'y a pas un sociologue ou un historien dans la salle. Mais dans l'idée, on passe quand même de nourritures qui sont assez peu nutritives ou assez peu caloriques, dans lesquelles on a besoin d'avoir, je prends pour la France en l'occurrence, mais ça devait être pareil en Espagne, 80% de la population au champ pour réussir à nourrir 80 plus les 20% qui restent. Il famoso élite. Maintenant, alors, il y a d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec ça en l'occurrence, mais je tiens à les souligner avec l'agriculture en France. Malgré tout, on est sur plutôt 3-4% de la population qui arrive à nourrir les 5% et les 95 autres. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est surtout une augmentation de la productivité qui va avec une baisse des coûts. Moi, l'impact, tu vois, je reprends ton exemple du designer. Pour moi, l'impact numéro 1 de la capacité de tout un chacun de faire des designs sur, par exemple, Midjourney, Dali ou des super softwares qui n'existent pas encore et qui existeront dans 6 mois, c'est pas que des boîtes qui déboursaient 60 000 balles pour faire des logos jusqu'à présent vont arrêter de le faire. Par contre, c'est que l'artisan du coin qui a un logo Word tout pété, il va pouvoir utiliser ce genre de solutions-là. Et donc, soit il va les utiliser en direct et juste profiter de son augmentation de la valeur et de son meilleur logo avec de l'IA, soit il va faire appel à un designer qui peut lui proposer un truc à 100 balles, qu'il n'aurait jamais pu avant parce que c'était 3 jours de boulot. Ou allez, un logo, on va dire, une journée de boulot, si tu veux faire ça bien. Il n'aurait jamais pu lui proposer ces tarifs-là avant. Et donc, notre designer augmenté à l'IA, il peut faire des choses. Donc, globalement, c'est diminution des coûts, augmentation du PIB. Instantanément. Et donc ensuite, tu mets ces lunettes-là de diminution des coûts et d'augmentation du PIB, et là, en fait, l'impact effectivement sur le marché du travail, tu te rends compte que c'est un displacement. Par contre, je vais être obligé pendant 10 secondes, je vais être marxiste. Faut pas déconner, ça va quand même... Pas plus, hein. Pas plus. Parce que ça... Non, j'ai une formation ultralibérale, CAP Marx. Il va y avoir quand même des impacts sur des jobs. C'est-à-dire que de la disparition de jobs, à 10 ans, je pense comme toi qu'il n'y en a pas. Par contre, à 2 ou 3 ans, je pense quand même qu'on va voir, tu vois, alors est-ce que ça va s'exercer avec du chômage? Est-ce que je ne crois pas que la personne qui se retrouve au chômage à cause de l'IA, dans le sens parce qu'on le voit déjà un petit peu aux US, pas trop encore en France, en Europe, un petit peu aux US, ça commence à arriver gentiment, elle ne veut pas se retourner en 15 jours pour devenir un entrepreneur IA. À 10 ans, je pense que c'est un non-sujet. Localement, je pense que ça nous demande, nous entrepreneurs, peut-être d'être un tout petit peu malin avec ça. Et pour finir sur le sujet du travail, sans, j'espère, trop déborder sur la conduite du changement, nous, ce qu'on observe quand on accompagne des boîtes, c'est... Alors, nous, il faut voir que jusqu'à présent, notre cible de cœur, pour l'instant, c'est plutôt la petite PME. Donc, on accompagne beaucoup de petites PME. Des gens pour qui il y a quand même un côté un peu familial dans le salariat. Voilà, les gens qui sont là, ils ne sont pas là pour rien. Et même si, pour en avoir vu certains, ils seront très contents de se débarrasser de gens, mais ils veulent avant tout s'en débarrasser déjà maintenant. C'est juste qu'ils ne peuvent pas le faire. Maintenant, ils vont pouvoir le faire, mais il y avait déjà un problème sous-jacent. Mais quand il n'y a pas de problème, ils n'ont pas envie de se débarrasser des gens. Et en fait, ce qu'on voit, c'est, en gros, on va avoir X% de gains de productivité un petit peu non nommés. Et on va en mettre la moitié en bien-être salarié et la moitié en efficacité. C'est-à-dire, on va pouvoir prendre un peu plus de clients et en même temps, le boulot va être un petit peu plus sympa pour les gens. Et globalement, on assiste à une transition transition de l'opérationnel en cadre superviseur d'IA. C'est-à-dire qu'on a inventé le stagiaire ultime qui est l'IA finalement, et c'est à peu près son niveau maintenant. Et donc, du coup, on avait quelqu'un qui était stagiaire ou en position d'être stagiaire. On dit non, t'es pas stagiaire, t'es cadre. Par contre, tu vas gérer des IA. Donc, on booste la productivité de la boîte, tu fais un boulot un peu plus sympa, etc. etc. Voilà, on va arrêter là.
Du coup, la transition, elle est toute trouvée pour aboutir à cette armée de stagiaires efficaces. Encore une fois, il y a peu de chances que ça arrive à Barcelone pour des raisons exogènes. On va parler de conduite du changement. Donc, conduite du changement, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui tu as une boîte et tu intègres ces process dans ton entreprise de manière raisonnée, sans investir trop, sans faire n'importe quoi, un peu comme chaque nouvelle révolution. Intègre un peu un côté à la fois irrationnel, fantasmagorique et pas maîtrisé. Donc la question qu'on se pose maintenant, et je pense qu'on va avoir des exemples, c'est comment est-ce qu'on organise cette conduite du changement, qui est un terme qui plaît beaucoup à Lilian, je dois le dire. Donc, Bidet, est-ce que tu veux commencer? Heureux, c'est moi. Alors, je vais essayer d'être court pour changer par rapport au début. En fait, il y a 3 lettres très très importantes pour faire cette conduite du changement en entreprise. Alors, je vais d'abord regarder d'un point de vue purement... Merde, j'ai dit que je faisais court. D'un point de vue purement efficacité opérationnelle, on veut gagner des sous, on veut dépenser moins de trucs, etc., etc. Le critère, vous le connaissez depuis des années, depuis probablement que vous avez commencé l'entrepreneuriat, ou je ne sais pas où vous êtes, mais depuis que vous faites ce que vous faites, c'est le ROI. Et ça a toujours été le ROI, de toute façon. Il y a un coût à l'implémentation d'IA. Alors, l'implémentation d'IA, on a envie de dire qu'elle est durable, et en même temps, et je pense que ça, c'est un truc que tu dois vivre tous les jours, en l'occurrence, tu nous diras si c'est le cas, mais c'est durable, et en même temps, il y a une telle évolution des technos que l'obsolescence, elle est extrême. Immédiate. En fait, elle est immédiate, et c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Enfin, je veux dire, quand on discute entre entrepreneurs de l'IA, et qu'on se dit « Ah, t'as vu ce truc-là ?» On est en mode « Mais ça a 3 semaines. » C'est nul à chier. Enfin, c'est trop vieux, ton truc, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une obsolescence extrême. Donc je ne mettrai pas non plus ma main pour dire que les investissements qu'on fait sont vraiment des investissements où ça y est, on met le paquet maintenant. C'est un peu comme les gens, si vous voulez, quand il y a eu les premières télés de 72 pouces, début des années 2000, qui coûtaient genre, je sais pas, genre 10 000 balles ou un truc comme ça, qu'on investit dedans. En fait, aujourd'hui, vous allez dans une baraque comme ça, avec 200 balles, et on a un écran OLED qui est meilleur chez n'importe quelle personne en France qui touche le SMIC, et ça fait presque désuet et un peu vieillot d'avoir ces espèces de gigantesques monuments qui ont valu très cher à une époque. Voilà. Donc il faut faire attention peut-être à pas faire ça avec l'IA, y aller de manière raisonnée, mais malgré tout, ce qu'il faut, c'est du ROI. En fait, c'est combien de... Enfin, nous, quand on fait de l'accompagnement de boîte avec notamment de l'audit, ce qu'on regarde, c'est OK, combien de salariés font cette tâche-là, quels outils ils utilisent, combien d'heures ça représente à la fin de l'année. Alors on arrive à des trucs genre, voilà, ça a représenté 140, 240, 1500 heures, ok. Ils sont payés combien? On fait un gros multiplié. Voilà, ça c'est ce que ça coûte actuellement. De combien on peut accélérer ce truc-là avec de l'IA? C'est aussi simple que ça, sur l'accompagnement, on va dire, de l'efficacité. Et ensuite, pourquoi il y a besoin de boîtes comme nous pour le faire, ou de gens dans vos équipes qui sont un peu malins sur l'IA? Et il y en a en fait, et ils sont probablement pas à des postes sub, ça peut être des petits jeunes, trucs comme ça, etc. Il suffit de faire ça, il suffit de mener cet audit interne, et ce qu'il faut avoir, c'est un peu la conscience de ce qui est faisable ou pas en termes d'IA. Qu'est-ce qui est dur à faire, qu'est-ce qui est facile à faire, etc. Et sur les sujets plutôt sociaux, on va dire, de la conduite du changement, on n'a pas la solution magique pour que les gens dans une boîte acceptent ce truc-là. Ce qu'on a trouvé de plus simple et de plus efficace jusqu'à présent, c'est de les faire kiffer avec les outils. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez un salarié qui n'utilise pas de ChatGPT aujourd'hui, vous lui montrez, avant même de lui parler de « on va changer ton job par un outil spécialisé, par Ruby et tout, dites-lui qu'il peut utiliser ChatGPT dans le cadre de son job. Filez-lui un coup de main, chopez une formation, n'importe quoi, même un truc en ligne ou un truc avec quelqu'un, un formateur qui vient, qui forme tout le monde d'un coup, etc. Juste de lui faire rentrer, de le faire kiffer avec les outils. C'est pas la solution miracle, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a trouvé de mieux, parce que du coup, le salarié qui voit ça, il se dit « Ah, mais c'est génial, parce que je fais le même boulot qu'avant, et c'est plus simple. » Et du coup, après, c'est un peu plus facile de lui dire « Bon, alors sur les 5 heures que tu as gagnées, on prend 2,5 pour la boîte, et 2,5 pour que tu, effectivement, kiffes un peu plus. » Ok, super. Je vais rebondir un peu sur ce que tu disais, sur la partie montrer la valeur que cela va apporter en fait, à vos équipes, et commencer par des use cases assez simples. Et donc c'est ce qu'on a fait pendant un petit moment, c'est qu'on montrait un peu des use cases assez concrets et assez héroïstes, où on avait un impact direct sur l'entreprise et sur l'employé. Et donc la conduite au changement va être beaucoup plus simple avec des use cases assez simples. Et nous, sur Ruby, on a bossé sur des solutions ou des fonctionnalités qui vont permettre justement d'avoir ce retour assez rapide. Par exemple, la simple recherche de documents. On perd énormément de temps à rechercher des documents. Et donc en fait, ce qu'on a mis en place, c'est une barre de recherche un peu boostée à l'IA, où vous allez pouvoir chercher énormément de documents en très peu de temps, travailler sur ces documents. Et là, d'un coup, vous avez une vraie valeur ajoutée et un peu un employé boosté à l'IA.
Quoi d'autre Vas-y, ouais. Ouais, oui. Moi, ce que je fais, c'est un petit peu un mix de ce que tu viens de dire. Je fais une formation en interne. J'ai commencé ça très tôt, de façon un petit peu égoïste. C'est qu'en fait, je me faisais solliciter beaucoup trop par les account managers pour venir pitcher l'IA aux clients. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, je vais prendre 20 sales et account managers et je vais faire une formation que je vais appeler l'AI Evangelist Certification. Là-dessus, ça vient du monde du développeur. Il y a développeur évangéliste. C'est quand les développeurs, c'est ce rôle-là, développeur évangéliste, c'est celui qui fait le lien entre les équipes business et les équipes tech. Donc, il vulgarise un petit peu les trucs compliqués, etc. Il y a ça notamment dans des boîtes très tech comme Algolia ou Dataiku, etc. Je me suis dit, on va changer le développeur évangéliste, on va appeler ça AI évangéliste. Et je leur fais une formation de 4 heures. Et à la fin, ils ont un examen avec 45 questions. Il faut faire 35 réponses justes pour recevoir son petit certificat. Et ils sont tout contents, parce qu'après, ils le postent sur LinkedIn et tout ça. Donc, ça crée un peu un mouvement sympa interne. Et après, les autres disent, ah, t'as fait ce truc et tout. C'est quand la prochaine session, je vais m'inscrire. Donc, à la base, c'était de façon très égoïste. Je voulais juste former 20 sales pour qu'ils puissent aller pitcher l'IA qu'on fait dans mon département auprès des clients. Et finalement, on a fait déjà 3 batchs. Le dernier batch, il y avait 200 personnes. Donc voilà, c'est petit encore. J'ai dû former peut-être justement 400, 500 personnes pour l'instant en 7 mois. Donc j'en ai encore un paquet sur les 170 000 à former. Mais ça commence comme ça. Et en fait, petit à petit, ça se répand un peu. Finalement, petite analogie avec l'Inquisition. Enfin bref. Mais oui, il y a un truc un peu. On convertit les gens. Et puis petit à petit, ils y pensent. Et puis pendant la formation, un truc que je fais qui marche très bien, c'est effectivement ces cas d'usage qui font un peu kiffer. Donc quand j'explique qu'est-ce que c'est l'IA générative, ça peut générer de la musique, des images, des phrases, et ça peut générer du code. D'ailleurs, le code, ça le génère super bien, parce qu'il y a plus de data pour entraîner, etc. Et donc, je leur fais un mini-cas. Je dis, regardez, on va créer une application en 2 minutes tous ensemble. Ça démystifie aussi un petit peu le côté software engineer. Les développeurs, ils parlent une langue mystérieuse que personne ne peut comprendre. Donc, je fais ce truc. En fait, je demande juste à ChatGPT, crée-moi une application qui est aux couleurs de Google, dans lequel il y a un calendrier où je peux rentrer une date, un autre où je rentre une autre date, et ça me calcule le nombre de secondes et le nombre de minutes qu'il y a entre ces 2 dates. Ça sert à rien, mais c'est juste pour montrer. Donc je dis ça à ChatGPT, il me génère le HTML, le CSS et le JavaScript. Je copie-colle les 3 bouts de code, je les mets dans mon navigateur, et puis hop, l'application elle est là, elle est aux couleurs de Google, et il y a les 2 petits calendriers, et puis je peux le faire. Et genre ça montre vraiment le pouvoir comme ça de l'IA, un truc qui est hyper abstrait, qu'on n'arrive pas trop à comprendre. Tout d'un coup, c'est accessible. Tu te dis, mais tiens, je pourrais être développeur demain, en fait, si je m'équipe avec un outil comme ça, etc., je pourrais commencer à créer des logiciels et tout. Et c'est un petit peu vrai, en vrai. Donc, ouais. Donc voilà un peu le truc que je fais autour de la conduite du changement. Donc ouais, je pense qu'il y a ce qui est hyper intéressant, c'est le côté immédiatement applicable et applicable à n'importe quel business à partir du moment où ces outils. Je pense que ce qu'on n'a pas forcément souligné dans l'arrivée de ChatGPT, c'est que c'est la première fois qu'on avait un outil hyper simple que n'importe quel débile, je pense à moi, pouvait comprendre et pouvait utiliser tout de suite. Et en fait, si on tire cette analogie, ça veut dire que n'importe quel employé peut s'acclimater à ces outils. Et dans une de nos très nombreuses discussions avec les clients, on est arrivé à une espèce de conclusion peut-être un peu intermédiaire, qui est de dire ChatGPT, c'est un agent conversationnel. Ce qui change dans cette évolution, on l'appelle révolution, mais cette évolution, c'est qu'on a une discussion avec une machine qui est de plus en plus intelligente et qui se nourrit de notre intelligence et de l'intelligence collective pour être de plus en plus efficace. C'est-à-dire qu'en fait, la conduite du changement, elle passe par un truc assez simple, c'est quels sont les problématiques, problèmes, objets de notre entreprise qui sont en fait des conversations. C'est-à-dire, est-ce qu'un meeting, c'est pas une conversation? C'est une conversation. Donc, vous faites le parallèle entre un agent conversationnel surboosté, hyper intelligent, ChatGPT, on voit que Claude 3 devient une espèce de nouvelle norme temporaire, peut-être Mistral demain. Et ben en fait, ce qui retranscrivent, c'est que un projet, c'est une conversation entre un IT, un product manager qui ne sert pas à grand-chose, un mec de marketing qui raconte n'importe quoi, et un vendeur qui veut raconter n'importe quoi à quelqu'un d'autre. C'est une conversation. Donc en fait, chaque problématique de nos business sont en fait des conversations. Et si on se dit que l'IA, c'est avant tout des agents conversationnels, c'est comme par ce biais-là qu'on se dit, en fait, il faut
arriver à synthétiser nos conversations pour les rendre plus productives et quasiment automatiques. Le sous-jacent, pour moi, il arrive là. Et je pense que c'est je ne sais pas si vous serez d'accord, c'est une des façons d'entrer dans la conduite du changement, c'est de dire, voilà, quel moment de ma boîte est en fait une conversation entre des agents qui doivent avoir un but commun. Je viens de penser à deux trucs que j'ai oublié de dire aussi par rapport à ce que tu as dit qui sont intéressants. Tu parlais des histoires des télés et du ROI et d'acheter trop tôt, trop cher. Effectivement, il y a un exemple très concret. Peut-être dans vos boîtes, vous êtes tenté d'acheter la licence ChatGPT Enterprise ou ChatGPT Teams. Voilà, ça c'est l'écran OLED à 10 000 balles, quoi. Et ils vous vendent un truc à 60 balles par siège qui n'est pas du tout approprié pour l'usage d'une entreprise. Un corollaire à ça, et je pense le plus important, quel que soit l'outil IA que vous testez, ne prenez pas un plan annuel. Oui. C'est pas grave si c'est 3 fois plus cher par mois. Ça risque de changer dans 2 mois. Oui, et du coup, cette temporalité aussi, c'est intéressante. Ça fait partie des challenges que j'ai eu quand je suis arrivé chez Foundever. Je suis arrivé chez Foundever, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien une licence de tel algo. Et on m'a dit, OK, il faut passer par le procurement, le légal, la compliance, la finance. Le process dure entre 5 et 7 mois avant que tu puisses commencer à utiliser l'outil. Donc du coup, je me suis dit que mon job allait être quand même compliqué. Et donc en fait, mon premier truc que j'ai essayé de faire, c'est réduire ce process de sélection d'un partenaire, RFP, tout ça. Alors, j'ai réussi déjà de le passer de 5 mois à 5 semaines. Les gens ont pensé que je pouvais transformer l'eau en vin. Et ensuite, là, maintenant, le challenge, c'est de le passer de 5 semaines à 5 jours. Donc j'ai créé une espèce de fast track avec... j'ai fait un super Excel hyper chiant pour les suppliers, mais bon, au moins, il y a un seul Excel à remplir. Et j'arrive normalement, je devrais arriver le lundi, si on décide, OK, il faut utiliser le dernier algo de speech to text, de text to speech de Eleven Labs. Le vendredi, on peut l'utiliser et on a fait tout le process de compliance, de procurement, de négo au milieu. Donc ça, déjà, c'est des choses qui ne sont pas du tout tech intelligent, quoi. C'est juste comment est-ce qu'on transforme un process de 5 mois en 5 semaines et ensuite de 5 semaines en 5 jours en étant juste plus agile, plus malin, plus motivé. Ça fait partie des différenciants qu'au sein de votre entreprise, vous pouvez créer juste en changeant la façon de faire, quoi. Je sais pourquoi je ne fais pas de corporate. Et donc la suite assez logique, quand on parle de conduite du changement, ça va être les cas d'usage. Parce que Lilian adore conduite du changement, j'adore dire cas d'usage. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, mon cas personnel, c'est qu'on teste des trucs, mais qui sont un peu isolés. Parce qu'on a un plugin pour écrire les mails à notre place. C'est un peu cringe parce que c'est pas du tout notre ton et qu'on se dit voilà, comme pas envoyer ça. Pareil, on fait des automations entre plein d'outils, mais en réalité, c'est quoi c'est pour ça que je pense qu'on est qu'au début du process, parce que je trouve, à titre personnel, et là vous me direz, si vous êtes d'accord, que 80% des cas d'usage qu'on teste un peu en solo sont foireux. Et du coup, c'est quoi les cas d'usage selon vous qui sont durables, ceux qui vont apparaître peut-être demain. Enfin voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui et demain on remplace vraiment des process intégralement en les surboossant l'IA, pas forcément les remplacer, mais en les rendant plus productifs. Okay. Alors en use case, il y en a pas mal sur lesquels on a bossé. On a accompagné, on aime bien choisir des experts en général. On a des cabinets d'experts comptables, des cabinets d'avocats. Et donc ce qu'on va faire, c'est un peu bosser sur leur journée et comment on va automatiser un maximum de choses avec l'IA. Et quand je dis automatiser, c'est pas vraiment de l'automatisation, c'est comment on va créer des agents pour les aider à être beaucoup plus productifs. Et donc en général, on va bosser sur beaucoup de génération de rapports. On va créer un agent par tâche. Et cet agent par tâche va permettre en fait à chaque employé de gagner pas mal de temps par semaine. Et donc c'est comme ça le use case qu'on a, c'est souvent on part d'une expertise, on détaille un peu la journée, et de là en fait on va créer des agents par tâche. Et chacune des tâches va permettre justement d'être boosté à l'IA dans le sens où vous allez pouvoir en fait partager ces agents et utiliser l'IA un peu de manière assez assez simple. Ouais. En fait, ça, c'est un risque. Par exemple, notre CTO, on n'est pas encore parti sur tout ce qui est agent autonome. Justement, les agents autonomes, c'est ça, et ça fait un peu peur à notre CTO, c'est que ça évolue très vite.
Et on a peur justement que les entreprises aient peur un peu de lancer en automatique, je sais pas moi, de la réponse d'email, de répondre à des commentaires sur LinkedIn ou ce genre de choses. Ça fait un peu peur. Et c'est des choses on les a en tête, on bosse dessus un peu, mais la partie purement autonome, on ne le fait pas. Trop risqué, et on se dit, voilà, c'est trop tôt, trop en avance de phase. Et clairement, les agents qu'on va mettre en place dans les entreprises vont être assez simples, héroïstes, c'est le plus important, et vont vous faire gagner du temps au quotidien. Et à partir de là, une fois qu'on comprend, et l'IA, c'est surtout quelque chose d'itératif. Vous avez sûrement entendu parler de prompt. Vous testez une fois, vous mettez le même prompt, c'est pas la même réponse. Et donc en fait, vous allez devoir en fait itérer avec l'IA, essayer d'apprendre vous et l'IA en même temps. Et en fait, c'est là où les agents sont intéressants, c'est que on a créé une sorte de système de prompt où vous avez toujours le même prompt, vous avez toujours la même data. C'est important de faire en sorte qu'il y a toujours la même data parce que les modèles généralistes, une mise à jour et ça évolue en fait. Et donc vous n'allez pas avoir la même réponse. Et donc si vous voulez automatiser des process avec un agent que vous allez contrôler en lui disant bah voilà, analyse tel rapport ou génère-moi tel rapport ou réponds à tel email, toujours avec une vérification humaine, c'est hyper important. Et donc voilà, c'est surtout cette approche qu'on a, c'est vraiment accompagner l'humain avec l'IA, créer des agents qui vont l'aider au quotidien, booster l'équipe, éviter du recrutement, c'est-à-dire on va permettre avec l'IA une courbe de croissance sans forcément recruter beaucoup plus. Et donc là, vous avez un marketeur qui va pouvoir produire énormément, vous allez prendre un sales qui va pouvoir contacter beaucoup plus de monde, et en fait, vous allez avoir un peu des surhommes, et c'est là en fait où il y a un impact. Et après, par contre, voilà, ça évolue extrêmement vite. Le modèle, il peut changer. On a des technos qui sortent toutes les semaines. Et donc sur ça, en fait, il faut être assez malin et pas aller trop vite. Il faut laisser les gens tester, faire des erreurs sur leur boîte, je pense. Regarder ce qui se passe, regarder comment ça fonctionne et se dire, OK, il faut surtout que j'intègre ça à ma culture d'entreprise. C'est important. Et l'exemple que tu donnais, il est top, c'est de se dire, OK, donnez-leur un accès à un chat GPT, bien sûr, éviter tout ce qui est données sensibles et autres. Donc en fait, ils vont l'utiliser sur des choses assez classiques, mais c'est important de comprendre que ces modèles, une fois que vous les rentrez en entreprise, il y a un risque, fuite de données, entraînement de modèles, ce genre de choses, et sur ça, il faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'il faudra privilégier des solutions qui vont être conformes et adaptées. Mais une fois que vous avez compris ça et que vous avez un peu cette culture d'entreprise, le fait de faire en sorte qu'à chaque fois que voilà, je vais rédiger quelque chose, je peux passer par l'IA, itérer avec, enregistrer vos prompts, faire en sorte d'avoir une collection où chacun va pouvoir faire un copier-coller et générer un rapport ou tout un tas de choses, il y a tout un tas de use cases différents. Donc voilà, ouais, c'est comme ça que nous, en tout cas, on intègre les use cases et chaque use case est propre. Ça veut dire que ça va vraiment dépendre de votre journée et je pense que c'est plus intéressant de le faire de manière personnalisée. Et tout ce qui est automation, à grande échelle, pour moi, c'est trop risqué encore. Ouais. Avec de l'IA compliqué, à part, je parle sur de l'IA générative, hein, du DLLM, donc tout ce qui est textuel. Pour faire un peu de pub à Ubi, au passage, je pense qu'un des use cases sur lequel vous devriez dédier un peu de temps et de recherche, c'est justement ce workplace assistant. Le côté voir comment est-ce qu'on donne à disposition de façon sécurisée et de façon un peu scalable une forme d'IA généraliste ou spécialisée selon vos lignes de métier. Et donc là, il y a plein de solutions. Ubi en est une. Sanas, une solution dans les Nordics qui fait pas mal de mouvements, donc qui vous résume automatiquement tous vos meetings, qui vous aide à rédiger des documents, qui fait de la recherche justement dans votre drive à votre place, etc. Il y a aussi Glean aux US qui se fait pas mal voir. Dust en France qui est un employee assistant sur Slack qui vous répond à vos questions sur les vacances, les congés, les fiches de paie, tout ça. Donc voilà, je vous conseille de regarder un peu plus sur ce use case-là parce que celui-là, c'est à peu près sûr qu'il va vivre. C'est un peu comme la visioconférence. Aujourd'hui, il n'y a pas une boîte qui n'utilise pas soit Google Meet, soit Zoom, soit Teams, et pour les plus malheureux, WebEx. Et du coup, c'est devenu un outil standard dans la gamme de l'entreprise. Et je pense que le Workplace Assistant, Workplace AI Assistant, va le devenir très 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 vite, quoi. Du coup, je rebondis sur ce que tu dis et ce que dit Bilal aussi, c'est qu'en fait, c'est ce qu'amenait Guillaume Rostand
tout à l'heure sur cette notion de conversation en fait. C'est-à-dire que le use case pour le coup, on va s'autoriser, puisqu'on a un marteau, d'essayer de voir ce qu'est un clou, sans essayer de tomber dans les travers de tout voir comme un clou sous prétexte qu'on a un marteau. Là, on a un marteau, c'est un agent conversationnel. Donc, qu'est-ce qu'est une conversation ? Pour que, si je trouve un truc qui est une conversation, j'ai des chances de pouvoir y arriver. Alors, il y a les trucs qui sont de fait des conversations, et qui sont, c'est vrai, pour pas mal de boîtes, les premiers use cases, et c'est pas pour rien en fait, c'est parce que c'est déjà des conversations, donc tu as déjà envie de mettre du conversationnel dedans, j'y viens juste après, mais il y a aussi des choses qu'on ne comprend pas comme étant des conversations et qui en fait en sont. Et ce que tu fais avec Ubi, donc tu vois, c'est tous de la pub, ce que tu fais en l'occurrence avec Ubi, c'est que tu dis que chercher une information dans une database, et on ne parle pas d'une database, oui c'est super, il y a un Excel, moi aussi je sais faire CTRL F. Le problème c'est que quand je cherche une information, je ne cherche pas dans un Excel, sinon j'aurais pas de problème. Je cherche dans l'ensemble de ce qu'a produit l'entreprise sur les 15 à 20 dernières années, mail, échange Slack ou Teams pour les plus malheureux, parce que je suis très fâché avec la suite Microsoft. C'est pas si mal, non, t'as raison, c'est pas si mal. Donc voilà, donc dans l'ensemble des échanges qu'on a eus, des documents qui ont pu être créés, etc., etc. Et d'ailleurs, j'avais le cas avec un avocat qui s'embêtait à aller retrouver en fait la lettre de mission il sait qu'il a fait une lettre de mission comme ça il y a 6 ans, puis le truc est aux abonnés absents et il va perdre 5 heures à refaire la même. Alors peut-être pas 5 heures, mais 3 heures parce que c'est un gros truc. Donc voilà, donc ça effectivement, il y a trouver quelque chose. Aujourd'hui, on dit que c'est trouver, mais en fait, c'est une conversation entre vous et les données. C'est juste qu'aujourd'hui, il n'y avait pas le langage. Vous ne pouvez pas discuter avec la donnée, c'est pas possible. Donc avec des solutions comme celle que tu as citée, comme Ubi, ça devient possible. Ensuite, un cas que nous on a beaucoup fait chez Miyakito, puisqu'on a une particularité, c'est qu'on fait du sur-mesure systématiquement. Donc on va mettre à disposition, on va faire un petit peu comme toi, créer de l'agent, mais en fait on part de plus bas, ce qui fait qu'on standardise un peu moins l'approche, donc on peut traiter moins de monde aussi. Mais par contre, on va vraiment essayer de s'adapter à tous les sujets, rentrer chez tous les connecteurs et potentiellement aussi dans les CRM ou dans les softs ou dans les fronts des gens. D'ailleurs, on n'aime pas faire de front, donc on rentre dans les fronts des autres. Mais pour moi, les premiers use cases, pour répondre à la question, c'est quand même ceux qui sont de fait des conversations. Et alors, pour le coup, tous les sujets du service client reviennent systématiquement. Toutes les boîtes de produits, quand je les vois, en général, c'est le premier truc qui est évoqué. Avant même de faire éviter de perdre du temps à tel salarié ou d'optimiser un process, il vient toujours le sujet du service client. Moi, je reçois des mails toute la journée, etc. etc. Et donc, là-dessus, donc, tu disais que toi, tu n'étais pas encore aujourd'hui confiant pour mettre ça en full autonome. Et c'est le cas de nos clients aussi. Et en fait, c'est trivial. Hein, la solution, elle est triviale. C'est le draft. C'est le brouillon. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait pour tous les sujets qui sont directs en customer facing. Et qui ne sont pas des produits IA, parce qu'il faut voir aussi qu'il y a de plus en plus de boîtes qui disent j'ai envie d'avoir de l'IA qui répond, mais j'ai pas envie que des gens s'attendent à ce que ce soit un humain et soient déçus parce que l'IA de temps à autre elle a fait une bêtise, donc ils l'affirment, c'est un accompagnement IA. Donc ça, c'est une des solutions finalement de résoudre le problème d'automation. Alors tu parlais d'automation dans les agents, donc pas spécialement que dans le customer service, mais voilà. Donc une première solution, c'est d'affirmer c'est de l'IA. Et j'ai notamment un client en tête qui gère plusieurs salles de sport. Enfin, j'ai 2 clients qui font du sport en ce moment, mais qui gèrent plusieurs salles de sport et qui donc du coup a toujours les mêmes questions. Est-ce que je peux venir ? Est-ce que j'ai oublié ma gourde ? Est-ce que machin, etc., etc. Est-ce que tu peux annuler mon abonnement, remettre mon abonnement, des choses comme ça. Bref, vous savez, les salles de sport, entre janvier et février, il se passe des trucs. Et du coup, lui était pas confiant, et moi non plus, pour lui mettre de l'IA qui répondait directement. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du brouillon. Donc en fait, l'IA va rédiger du brouillon, et donc l'opérateur humain, qu'est-ce qu'il fait ? Il va pouvoir copier le brouillon, éventuellement l'amender. Alors et du coup, notre petite fierté, c'est qu'il en amende moins de 20%, donc pour modifier ou s'adapter à la conversation, même si l'IA s'adapte aussi à la conversation, pour ajouter un peu de valeur dedans, le copier-coller, et en fait, on vient de gagner énormément de temps, parce qu'en fait, on est à mi-chemin entre ce qu'il faisait déjà avant, c'est-à-dire j'ai des brouillons à copier-coller, mais je dois toujours les adapter. Là, souvent, ils sont déjà assez adaptés vis-à-vis de ça. J'ai oublié ce que je voulais dire après. Mais je rebondis exactement sur ce que tu viens de dire, c'est que nous aussi on fait ça chez Fandever. Du coup, c'est un des premiers use cases que j'ai décidé de tacler, c'est le copilote des agents de service client. Donc nous on le brand un peu et tout, hein, parce que le but c'est de le vendre et tout. Donc ça s'appelle One Source Copilot. Et en fait, on branche les knowledge base de nos clients et ensuite c'est une Chrome extension qui apparaît sur le CRM de l'agent. Donc même si notre agent pour Airbnb, il utilise Salesforce, et pour Apple, il utilise un logiciel Apple, parce qu'Apple fait tous ses logiciels, et pour Microsoft, il utilise Microsoft Dynamics, et pour EDF, il utilise Diabolocom, opérateur de service client local français.
Et ben, en fait, on ne voulait pas créer des intégrations dans tous ces logiciels, donc on a fait une Chrome extension qui apparaît en mode sidebar sur le côté dès qu'il démarre un nouveau draft, qui cherche dans la knowledge base, donc on retrouve un peu le use case du document, qui extrait les informations, et ensuite on demande à un LLM, est-ce que tu peux pré-rédiger une réponse cohérente pour cette question avec les infos que tu as trouvées dans cette base de données, et puis elle apparaît dans la petite barre latérale sur le côté, et là il peut décider de l'utiliser ou de la rejeter, et donc on regarde un petit peu, j'ai pas encore la stat si on est aussi bien que toi sur le taux d'acceptation du draft. Ça n'a pas les mêmes volumes non plus. Hein, donc, peut-être pas les mêmes volumes. No hard feelings si c'est dans un cas ou dans l'autre. Ouais, et puis c'est sur des challenges. Ouais, parce qu'en fait, après, il y a la question de la langue aussi. Tu vois, c'est un agent aux Philippines qui a de la knowledge base en anglais et il doit répondre en espagnol. Donc, bref, il y a tout ça aussi qui vient se rajouter comme complexité. Mais ça, c'est un use case, le copilote agent de service client qui est très cool. Ouais. Mais justement, d'ailleurs, ça me permet de refaire un pont très très rapide avec ce qu'on s'est dit sur l'impact sur les métiers. En fait, nous, c'est dans ce cas du service client. Alors, je mets service client, SAV, même avant vente, un peu tout ce qui va être ces échanges avec le client un petit peu en amont, mail, texto, WhatsApp, CRISP, chatbot, etc. C'est là qu'on a vu les premiers impacts justement en entreprise. C'est-à-dire que en fait, la plupart du temps, on a une loi de Pareto qui est assez classique, c'est-à-dire que 20% des tickets que je vais gérer, moi, en tant qu'opérateur humain qui doit faire du service client, vont consommer 80% de mon temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la valeur ajoutée, pour le coup, elle est plutôt équirépartie. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a quelqu'un qui doit gérer, par exemple, 10 tickets par heure. Donc, la plupart des tickets sont complètement abscons. C'est bonjour, est-ce que vous pouvez annuler je prends mon exemple, annuler mon abonnement, ajouter un truc, vérifier quelque chose, changer la couleur de mon interface, peu importe. Et puis de temps à autre, il y a quelqu'un qui dit j'ai pas le moral, je me demande si le sport c'est bien pour moi, est-ce que je devrais arrêter ou pas selon vous? Et là, en fait, si vous êtes un humain, c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous êtes un humain, vous êtes en mode oui, mais moi, mon coco, j'ai 10 tickets par heure à faire. Et encore 10 tickets par heure, je suis mignon, parce que plutôt tourner autour de 40-50. Ça dépend de la typologie de conversation. Donc j'en ai plein à faire, donc j'ai pas le temps de m'occuper de toi, mon petit gars. Donc je te dis bonjour monsieur, on n'est pas disponible, ou alors écoute, je t'annule ton abonnement, merci, au revoir. Et donc en fait, nous, ce qu'on constate dans les boîtes dans lesquelles on a apporté du customer service, que ce soit en direct ou en draft, au passage, c'est qu'en fait, les humains en charge, loin d'avoir spécialement moins d'heures au total sur leur journée, même s'ils sont un peu moins stressés parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par l'IA, vont pouvoir consacrer beaucoup plus de temps au temps qu'ils méritent. Et je pense que ça, c'est un des twists importants, et je veux pas être je vais me permettre d'être un tout petit poil philosophique. Parce que l'IA vient s'occuper de plein de trucs abscons dont on n'a rien à faire et dans lesquels personne, ni même le client en face, n'attend une interaction humaine bien intéressante, mais s'il pouvait appuyer sur un bouton, il le ferait. Parce qu'une IA nous aide à le faire, alors on peut se permettre d'être plus humain avec les gens qui en ont besoin. Et ça, c'est un truc qu'on voit. Et en l'occurrence, donc j'ai 2 clients dans le sport, j'ai des clients dans le fiscal aussi, qui ont un peu ce même, fiscal, dans avocat, juridique, etc., et notamment sur des sujets de fiscalité. Et en fait, c'est toujours la même histoire. Ça n'est pas l'opérateur humain, il va mettre les deux pompes sous la table, dans des petites boîtes notamment, et il va juste regarder les mails être répondus. Il va pouvoir prendre le temps, et donc du coup, ça fait quoi? Les gens qui étaient déjà répondus pour des trucs nuls avant par un humain, maintenant ils sont répondus par une IA avec le même niveau de qualité. Et les gens qui ont des situations complexes, qui en plus pourraient être des ambassadeurs de la marque, parce que précisément, ils ont une situation qui est problématique. Je veux dire, on a eu un problème à l'aéroport de Nantes ce matin. J'aurais préféré que ce soit une IA qui gère, en l'occurrence. Et ben en fait, eux, on va bien mieux leur répondre parce que les opérateurs ont du temps. Et donc, du coup, on fait quoi? On a une qualité des réponses de l'entreprise qui monte. Et même si on n'a pas touché à la moindre feuille de salaire, même si ça va arriver aussi, et ben en fait, on vient d'améliorer son process de service client avec de l'IA. Et ça, c'est fort, en fait. Et ça nous dit un peu la manière dont les jobs vont changer aussi. Peut-être un peu plus se rapprocher de la raison pour laquelle on est au service client. C'est que le use case du service client, mais je trouve qu'il est hyper éclairant. Les premiers use cases que nous, on a eu, c'était les VC, parce que c'était les premières personnes qu'on a rencontrées puisqu'on cherchait à lever. Et en fait, on nous posait toujours la même question, voilà, est-ce que l'outil peut faire ci, ça, et ça, etc. Et à la fin, on s'est retrouvé à monter des agents qui étaient à moitié autonomes en réalité, parce que ce que tu disais, c'est que la partie où tu as un humain qui vérifie, elle est hyper importante, et c'est un peu ce genre d'agent qu'on a construit. Ils avaient un besoin de sourcing, vous allez faire en sorte d'envoyer des robots de scrapping, par exemple, eux, sur Crunchbase. Donc ça va sourcer les startups, ça les récupère. On a du prompt et un agent qui analyse toutes les startups, et en fait, qui va les trier. Et en fait, à la fin, le junior arrive et il a déjà une liste de startups déjà prêtes, par exemple. Et donc, on a ce système où vous allez pouvoir coupler un peu de l'IA avec d'autres systèmes et justement automatiser une bonne partie. Mais à la fin, il faudra toujours faire en sorte que ça soit vérifié par un humain, quoi.
Bon, 7h30. Avant de laisser la place aux questions, pour aller un peu plus loin, si ça marche. Non, parce que je ne sais pas m'en servir. On va passer au Q&A, mais on a commis avec Lilian et avec l'aide de personnes qui sont là dans la salle, on a commis un livre blanc sur l'IA que vous pouvez télécharger et qu'on va amender, on va travailler avec Between aussi là-dessus. C'est une V0, donc gardez. En fait, faites le screenshot pour recliquer sur le QR code plus tard. Je vous expliquerai. Et on a sorti, j'ai lancé un podcast au début de l'année sur le marketing qu'on va nécessairement orienter de plus en plus vers l'IA parce que je pense que c'est le sujet qui transforme notre métier, qui n'en était déjà pas un, donc qui va vite plus le devenir non plus. Et on a fait un épisode avec Bilal et un avec Lilian qui vont sortir la semaine prochaine. Je voulais les sortir aujourd'hui, mais c'était un peu compliqué. Pour essayer d'apporter un peu plus de contenu. Et avant de passer aux questions, il y a aussi notre bienfaiteur à tous, la BPI, qui a lancé un IA Booster qui permet de subventionner une grosse partie d'un travail d'audit et de développement sur lequel qui est dans le livre blanc et qui est quand même vive les pays communistes, hein, c'est-à-dire qu'ils payent jusqu'à 80% du développement. Hyper intéressant. Le message juste, c'est que voilà, l'IA est une réalité. Il y a plein d'outils pour vous aider. Si on peut vous être utile pour vous orienter, c'est bien, mais c'est surtout que c'est un espèce de continuum sans fin jusqu'à ce que l'humanité disparaisse, parce que ce qui est quand même fascinant parmi toutes ces choses dont on vient de parler, c'est l'obsolescence non plus programmée mais immédiate. Donc le truc, c'est pas de se dire je vais investir et acheter. J'adore ta métaphore de la grosse télé, genre la Trinitron incroyable. T'as acheté ça en 99, t'étais le roi de la fête. T'as acheté ça en francs, t'étais un ouf. Et là, aujourd'hui, tu parais pour un voilà, limite une coupe mulet, quoi. Et donc c'est vraiment le changement de mindset qui est important, même si normalement je m'interdis d'utiliser ce terme-là. Et donc voilà, on va parler maintenant de votre mindset. Donc je vais passer parmi vous avec avec un micro pour si vous avez des questions pour nos trois intervenants. Merci. Vous parlez des IA qui ont accès aux données de l'entreprise et moi, pour avoir entendu parler de certaines grosses compagnies qui regardent ça et tout, ils ont très peur de laisser des modèles type ChatGPT avoir accès aux données de l'entreprise. Et donc, quelles solutions vous avez en tête? Et aussi, par rapport à ça, justement, une des solutions, c'est les modèles open source de LLM. Donc, juste savoir si c'est quelque chose que vous mettez en œuvre et tout. Ouais. Je vais commencer par répondre. C'était une problématique qu'on a eu énormément. On travaille aussi avec EDF et quand on arrive dans les bureaux d'EDF, en fait, on a des écrans et ChatGPT interdit. Et donc là, on s'est dit, OK, il va falloir qu'on trouve quelque chose. Et donc, en fait, on a des partenaires un peu, donc c'est du cloud 3.0. On va faire tourner des modèles sur des serveurs dédiés, c'est ce qu'on appelle de l'inférence. Et ça coûtera beaucoup moins cher à une entreprise et vous allez avoir vos serveurs dédiés. Vous allez pouvoir utiliser les modèles, potentiellement les entraîner, mais ça coûte très cher. Entraîner un modèle, donc vous allez entendre tout le temps parler de fine-tuning et autres. En général, c'est pas du fine-tuning. C'est extrêmement cher et on vous conseille pas forcément de le faire, mais par contre, voilà. Serveur dédié, nous par exemple, on travaille avec Scaleway ou Exaion. Exaion, c'est la branche Deep Tech de chez EDF. Et donc en fait, eux, ils nous prêtent leur puissance de calcul, parce qu'on n'a ni les contacts pour acheter des cartes Nvidia, ni les moyens. Ça coûte très cher. Une carte, je crois que c'est $50,000, et il en faut plusieurs. Et ça, c'est simplement pour faire tourner un modèle. Et donc, ouais, les solutions, c'est de trouver des offres qui vont vous permettre de faire de l'inférence. Donc, c'est soit via des solutions, soit prendre un modèle open source et trouver une structure qui fait de l'inférence. Vous avez Microsoft Azure, on a Scaleway, et c'est les seuls. AWS Bedrock. AWS, ouais, c'est ça. Donc, ouais, la clé pour l'intégrer, c'est de l'inférence, soit trouver des solutions qui le permettent, ou intégrer après les modèles open source, mais il vous faudra derrière de la ressource en fait. Et trouver des personnes dédiées, c'est compliqué, mais enfin, il y a des boîtes comme celle de Lilian qui le permettent et ça peut être hyper intéressant. Il y a la relation contractuelle aussi, quoi. Nous, quand je suis arrivé chez Fandever aussi, nous c'est carrément pire que ChatGPT interdit, c'est que tu peux pas y accéder. Tu vas sur ChatGPT, on te dit l'entreprise le bloque. Et donc pour exactement ça, parce qu'en fait nos 170 000 agents ont accès aux données de 750 des plus grosses marques. Donc si jamais ils font le mauvais copier-coller,
tu files potentiellement à OpenAI qui a une gouvernance un petit peu instable. Vous l'avez peut-être suivi dans les infos. Donc, du coup, on ne pouvait pas se permettre d'avoir ça. Du coup, simplement, on passe par Azure. Azure, on dépense énormément de sous chez Azure chaque année. Et donc, on a des serveurs dédiés et on a une relation contractuelle avec Azure, comme quoi il n'y a pas d'entraînement de LLM qui est fait avec les données qui sont envoyées aux algorithmes hébergés sur Azure. Ça, c'est une solution qui est simple et qui marche bien. Je vais à peine compléter. En fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si on a un Office 365 ou son équivalent super business pour toute la boîte et qu'on envoie des octets aux États-Unis, on le fait déjà. En fait, la question, c'est la question du légal et du contractuel. Donc, effectivement, par rapport à OpenAI, on a la chance entre guillemets que dans le bordel du board d'OpenAI, il y a quand même Microsoft. Donc, ma solution, c'est, enfin, si on veut vraiment GPT, en fait, c'est Azure. Et si on veut d'autres modèles, ou du français, ou d'Anthropic, je ne sais plus trop. Non, Anthropic, c'est avec Amazon. Anthropic, Okay, j'ai pas encore joué avec eux. Bedrock à Dublin. Donc voilà. Donc en fait, on envoie quand même ces données aux US, mais sur des contrats privés et directs. Après, ça dépend où est-ce qu'on place le curseur. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très à l'aise avec son Google Suite, qu'il a pris sans spécialement faire tourner des solutions on-premise ou quoi, etc., il sera probablement à l'aise avec un OpenAI GPT qui est contractuellement tenu en enterprise, en l'occurrence, enfin en API, de ne pas utiliser les données. Mais voilà, où est-ce qu'on met le curseur de confiance? Microsoft Azure permet quand même d'accéder à ces modèles facilement et toutes les solutions qui sont évoquées. La grosse crainte, c'est qu'il change d'avis, quoi. Tout d'un coup, tu vois, il y a un changement de gouvernance, puis il change dans les terms and conditions. Non, en fait, maintenant, tout ce que vous envoyez, on l'utilise pour faire GPT-5. Ce jour-là, tu vois, il faut remettre le truc dans la boîte de Pandore, dire non, on n'utilise plus ChatGPT, c'est bon maintenant. Là, c'est impossible ce jour-là, quoi. Ça reste, faut bien comprendre quand même que ça, c'est des logiciels qui demandent des machines très spécialisées et très chères, mais ça reste du logiciel. Ça, c'est vénère, mais ça reste du logiciel, donc on peut demander à quelqu'un d'autre de le faire tourner. Moi, j'ai une question sur le modèle économique. Vous avez évoqué le fait qu'il ne fallait pas trop se précipiter. Et c'est vrai que si on pense à l'innovation en général, on peut dire que d'une manière générale, toutes les disruptions qui sont arrivées, ont tué les premiers qui ont essayé, quoi. Grosso modo, les premiers mecs qui ont essayé un tracteur, c'est pas ceux qui ont survécu au siècle d'après. C'est ceux qui ont attendu que la révolution mûrisse, qui ont acheté la suivante et qui ont eu, parce que la courbe de coût de cette technologie s'effondre, et donc les premiers acheteurs, généralement, ne sont pas ceux qui survivent le plus. À quel point vous voyez... la question, en fait, c'est la durée, quoi. À quelle vitesse ça mature? À quelle vitesse la courbe est déjà en bas, et donc il faut y aller. Vous avez une perception sur cette notion? Ça dépend des use cases aussi. Je suis pas forcément d'accord sur le fait que c'est les premiers qui ça tue. C'est pas les acheteurs qui tuent, c'est en général ceux qui lancent le truc en premier et qui n'ont pas après le cash pour tenir sur la durée. Mais les clients de l'autre côté, bon, je sais pas la taille de l'entreprise, mais même si on achète 20 000 ou 50 ou 100 000 ou 200 000 balles de licence d'une solution et que c'est pas la bonne et dans un an vous changez, en général ça tue pas forcément le PNL d'une entreprise. Mais du coup, pour venir au point, je pense qu'on a déjà atteint un plateau de productivité et de maturité sur justement ce use case que j'appelle le workplace assistant ou la enterprise search et le chat générique qui vous aide sur vos tâches administratives d'entreprise. Je pense que là on a atteint un plateau de productivité. Après, c'est une question de coût, quoi. C'est un peu le low-tech use case de l'IA. C'est pas celui qui fait peur à tout le monde, c'est pas celui qui fait rêver tout le monde. Ouais, mais ça fait déjà gagner 2 heures par jour, et c'est 2 heures par jour qu'on reprend dans notre vie et que notre entreprise récupère un petit peu quelque part, quoi. Sur ça, en fait, il y a une sorte de mystère sur les coûts. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, sur les coûts réels, parce qu'en fait, à une époque, en 2023, au moins à trois reprises. Alors je prends OpenAI parce que c'est eux qui ont vraiment eu le devant de la scène. Aujourd'hui, il y a d'autres modèles, bien sûr, mais juste chez OpenAI, en gros, tous les 3-4 mois, tu avais un truc du type on a sorti un nouveau modèle, il est meilleur, il est moins cher. Okay, donc, sur les modèles typés GPT-4, typiquement, on est quand même parti de, si je dis pas de conneries, quasiment 7 ou 8 centimes les milliers de tokens en output, et aujourd'hui on est plus proche de 1 ou 2 centimes là-dessus, et ils font baisser les prix, etc., etc. Alors je sais qu'il y a un petit flottement sur leur business model à eux, parce que leur business model à eux, est-ce qu'ils perdent de l'argent sur est-ce qu'ils perdent de l'argent ou pas, en fait, ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils perdent de l'argent sur chaque génération ou pas? Et je pense que ça pourrait nous permettre de dire, est-ce que ces gars-là auront une marge de fou? Alors probablement pas par rapport à ce qu'on sait. Après c'est de l'investissement, mais et le renouvellement du parc matériel.
Est-ce que ces gens ont une marge de fou et ils sont en train de la réduire peu à peu? Peut-être, peut-être aussi qu'ils sont à perte comme des zinzins depuis 4 ans. Alors, allez, on va dire depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que l'IA générative est là sur ces modèles-là, et que du coup un jour on va nous dire, en fait, MDR c'est x10. Et là, du coup, il y a des use cases qui pourraient tomber vis-à-vis de ça. Alors, plus le temps avance, plus je pense que c'est faux, mais je sais que ça a été un grand débat en 2023 sur les coûts réels de l'inférence. Ouais, mais je pense que c'est faux parce que l'exemple d'AWS, tu vois, genre AWS, c'est pas une boîte qui perd de l'argent. Hein. Vous avez regardé les PNL d'Amazon, ils n'ont pas de problème de rentabilité. Donc je pense pas que Bedrock proposerait ce type de prix pour faire tourner des modèles open source comme Llama ou Mistral s'ils perdaient de l'argent à chaque fois que quelqu'un l'utilise. Donc je pense que c'était un mythe qu'OpenAI perdait autant d'argent par souscripteur. Donc je pense qu'en termes de prix, on a atteint un point qui commence à être intéressant. On est déjà pas mal en bas de la courbe. Ouais. Alors, il y a probablement encore du chemin à faire parce qu'il y a des. En fait, on oublie un truc, c'est que ces trucs-là sont très codépendants avec le hardware sur lequel on les fait tourner. Et des gens qui se lèvent un matin et qui se disent tiens, et si on faisait un truc 100 fois plus rapide et 100 fois moins cher? Il y en a, et puis de temps en temps, en plus, il y en a qui arrivent. Alors, ça se fait pas en un matin, mais en gros, ça prend une bonne dizaine de jours, hein, facile. Mais voilà, il y a quand même ce boulot-là. Donc, il y a une codépendance du hardware. Il faut savoir que jusqu'à aller fin 2023, même là récemment avec les puces B200, là, on ne faisait pas tourner des modèles d'IA générative tels qu'on les pense aujourd'hui sur des puces qui avaient été pensées pour ça. Les premières commencent à arriver. C'est-à-dire les premières puces qui sont pensées pour faire ce qu'on fait avec. Oui, parce que les puces sont pour le gaming à la base. Donc. Jusqu'à présent. Bon, après, tu vois, les H100, les trucs comme ça restait quand même pensé pour de l'inférence. Mais on utilisait, on va dire, le hardware de l'ancien monde pour faire le software, on va dire plus simplement, le software a précédé le hardware. Et donc du coup, ça va aussi faire, même s'il y a de l'investissement, ça va faire des baisses de coûts là-dedans. Donc c'est assez stable pour commencer à faire des use cases. Par contre, je tablerai pas sur le fait qu'on va pas avoir une division par 10 sur les 10 prochaines années de ce genre d'usage-là. Ou plutôt, ça c'est un peu ce qu'on voit aussi, ou plutôt un maintien des coûts, mais à capacité, qui nous permettent d'envisager des use cases qui n'ont pas de sens aujourd'hui. Et peut-être une autre réponse à la question que vous avez posée, c'est qu'une entreprise qui va utiliser l'IA à votre place va forcément prendre un peu plus de marché si elle l'utilise bien. Donc en fait, au-delà des coûts, c'est qu'il faut, je pense, l'intégrer assez rapidement, de manière assez sûre, pour justement rendre votre entreprise beaucoup plus productive. Et après, tu parlais des puces, etc. On a déjà Grok qui est arrivé. Des puces dédiées à l'inférence, où en fait, vous divisez déjà le coût par 2, et le temps de réponse aussi. Et c'est fois 100, je crois que c'est. Ouais. Et sur du service client, par exemple, c'est de la réponse instantanée en audio, grâce à ces puces. Et vous passez de 20 000 $ au lieu à, je crois que à la place de 50 000 $. Donc en fait, ça évolue très 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 vite, et forcément les coûts vont diminuer. Et ouais, on a des boîtes comme Grok qui arrivent et d'autres qui vont arriver et qui concurrencent du Nvidia carrément. Donc les coûts vont baisser, et donc en fait il faut, je pense, l'intégrer, et on est au-delà du gadget, c'est-à-dire que c'est en train de disrupter un peu tous les secteurs, et le fait de ne pas l'utiliser va forcément vous mettre en retard. Et ça, c'est une certitude, je pense. Juste ajouter quelque chose qui me semble assez important, parce qu'en fait on est en train de dire oui, mais est-ce que les prix vont baisser ou quoi, etc. En fait, pour beaucoup de use cases, les prix sont déjà nuls par rapport au coût du travail, si on compare au coût du human labor. Donc en fait, on est déjà sur des prix nuls. C'est-à-dire que pour les use cases compliqués, c'est intéressant, mais en ce qui me concerne, pour du service client, si on arrive à le faire tourner sur un modèle ALA 3.5, un Llama 2, un truc comme ça, etc., c'est déjà nul. Donc, les gens qui s'intéressent à ce qui se passe après les 10 puissance moins 4 centimes, c'est les gens qui montent des trucs de fou, et ceux-là, ils doivent regarder. Mais tous les use cases qui sont déjà à coût zéro, ils seront toujours à coût zéro demain, même si le zéro, il est un peu plus zéro que ça. Donc je pense qu'il faut... peut-être qu'une heuristique, à la limite, serait de se dire, si je peux considérer que le coût de ce use case est nul, et virtuellement nul par rapport à ce que ça me coûte aujourd'hui, alors j'y vais de toute façon. Ça va pas remonter, tu vois. Merci pour ce talk. Juste une question. Alors on connaît un petit peu la tendance de ces LMM de produire des réponses non conformes et dans certains cas de se faire attaquer par des prompts. Je pense un peu à l'histoire de Air Canada qui s'est fait attaquer en justice récemment pour la responsabilité de leur chatbot. Et donc, du coup, ma question, c'est à quand va-t-on voir des intelligences artificielles qui sont responsables, éthiques, et si on va voir ça un jour,
Comment peut-on se préparer pour ça? Non, mais c'est déjà le cas. C'est juste qu'ils l'ont mal développé, leur chatbot Air Canada. Mais non, mais c'est vraiment des trucs, c'est de l'ingénierie et de la plomberie. Mais il y a eu le cas avec Best Buy, avec Chevrolet, avec Air Canada, etc. C'est juste qu'en fait, ils ont laissé le LLM répondre en direct avec la base d'entraînement qu'il avait. Mais il y a des techniques qui permettent de résoudre ça. Donc RAG, par exemple, Retrieval Augmented Generation, où tu forces le LLM à répondre qu'avec un set d'informations. Là, tu n'as pas d'hallucination si tu utilises du RAG. Donc, normalement, c'est plus de la mauvaise ingénierie. Là, des gens qui ont été trop tôt et qui sont un peu pris les pieds dans le tapis, plutôt que le problème du LLM, moi, j'ai l'impression. Par contre, les LLM vont toujours avoir de l'hallucination, parce que c'est statistique. Tu peux pas, même, surtout quand on traîne avec des gros sets de données, statistiquement, il y a toujours un pourcentage de chances qu'il hallucine et qu'il réponde n'importe quoi. Donc après, c'est les techniques que tu utilises par-dessus, tu vois, des techniques d'ingénierie qui permettent de résoudre ça, quoi. Ouais, totalement. Nous, ces problématiques d'hallucination, on y a répondu en donnant la source. Quand vous utilisez un chat GPT ou autre, vous n'avez jamais la source en général. Et donc nous, en fait, on va vous donner la source un peu comme sur Perplexity, pardon. Et donc ça évite justement ces hallucinations. Et après, comme Guillaume disait, ça va être une problématique d'ingénierie derrière. Si vous utilisez ChatGPT, vous pouvez lui demander le prompt qui est utilisé sur ChatGPT. Et en fait, vous allez voir qu'il est conditionné à pas vous donner... Et donc il a une éthique dans le prompt. Et c'est le seul moyen, entre guillemets, de bien le conditionner. C'est du conditionnement. Et après, forcément, il aura les biais des humains qui l'ont conditionné. Mais ça, on pourra rien y faire, ouais, je pense. Sur ces sujets-là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, et c'est ce que tu disais avec le RAG, en fait, les LLM ne sont pas des bases de connaissances. Il faut surtout pas les utiliser comme ça. Quand vous demandez à un LLM quelle est la date de la Révolution française, et qu'il répond 1789, il ne répond pas 1789 parce que c'est vrai. Il répond 1789 parce que c'est cohérent avec le reste. Et en fait, les LLM, on les comprend beaucoup mieux si on les voit comme des machines de cohérence plutôt que comme des machines de vérité. À une époque, maintenant ça a été un peu corrigé, mais à une époque, si on demandait à un LLM « explique-moi pourquoi 2 plus 2 ça fait 5 », il allait partir sur une explication très complexe pour expliquer pourquoi 2 plus 2 ça fait 5. Pourquoi ? Parce que répondre que 2 plus 2 ça fait 5 si c'est dans la question, c'est plus cohérent que de dire « non, en fait, je ne vais pas te l'expliquer, c'est faux ». C'est faux ce que tu racontes, et en fait 2 plus 2 ça fait 4, etc. etc. Et donc à partir de là, effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des modèles et des LLM, et tu as bien fait de ramener le sujet de l'ingénierie. Ça reste, comme n'importe quelle brique logicielle, ça reste une brique logicielle qui a besoin de beaucoup d'ingénierie pour fonctionner comme on l'entend. Et c'est juste un truc auquel je pense qu'on n'est pas habitué quand même dans le dev, c'est que c'est une brique logicielle random. Alors, d'un random qui nous plaît vachement bien parce que ça dit quand même des trucs vachement pertinents. Mais donc, je sais que nous, et je pense que c'est pareil pour vous aussi, on utilise le LLM non pas dans sa capacité à dire des choses vraies, mais dans sa capacité à orchestrer du savoir. Et le savoir doit venir de l'extérieur. Il vient du prompt, éventuellement. Il vient du RAG. Bon, du coup, du prompt, de fait, tout le temps du prompt. Ça vient tout le temps du prompt. Mais on met des trucs dans le prompt qui sont vrais par ailleurs, avec des méthodes d'ingénierie qui ont déjà 10 ans. Je veux dire, la vector search, même si c'était très cher il y a quelques années. Donc, on va trouver des extraits de documents. C'est ce que tu fais avec Ubi. Trouver des extraits de documents parmi un ensemble de corpus. Et donc, le LLM, c'est juste de l'intelligence pure. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de voir des gens là-dehors qui sont très intelligents, mais qui savent rien. En général, il y a un peu des deux en même temps. Sauf que là, c'est que c'est de l'intelligence brute. Donc, il faut lui apporter le savoir. Il faut lui permettre de faire là où il est bon. Il est bon pour faire quoi ? Il est bon pour organiser un savoir existant. Il n'est pas bon pour le produire, en l'occurrence. Donc, on évite simplement de lui faire en produire. Effectivement, ce qui s'est passé avec Canada Air. J'aime bien cette analogie. En général, quelqu'un de très intelligent, on pense qu'il sait aussi des choses. Là, ces algorithmes, ils sont très intelligents, mais ils savent rien en quelque sorte, quoi. C'est un peu Rain Man, tu vois. Il sait pas, il n'a pas de culture G. On est trop geek là. Ouais, trop geek. Ça va, attends, il y a la moyenne d'âge de la salle, normalement, ça devrait le faire. Bonjour, merci pour ce super binaire qui est pas du tout en ligne du coup. Talk, pardon. Juste une question sur le RAG, surtout sur le R, sur comment est-ce que vous organisez la donnée que vous donnez à l'IA. Je me suis rendu compte en montant des GPTs ou d'autres un peu IA comme ça que plus on apportait une donnée qui était claire et structurée à l'IA, meilleure la réponse de l'IA derrière forcément était, plus la réponse était qualitative. Et il y a un enjeu que j'arrive pas encore à résoudre dans mon entreprise, c'est comment faire en sorte que toutes les parties prenantes en interne fournissent tout leur savoir dans une base de données commune
et ensuite donner cette base de données qui viennent de notions de drive ou peu importe la structure sur laquelle on rassemble toutes ces données. Comment est-ce qu'on fait pour, en fait, dans ce change management, pour faire comprendre aux personnes que plus elles passent de temps à qualifier la donnée qu'elles donnent à l'IA, en fait, que cette donnée leur permettra de eux-mêmes, avec leur usage de l'IA, d'avoir la réponse la plus qualitative possible. Moi, je prends la première partie de ta question. Après le change management, je vous laisse en parler. Mais sur comment est-ce que tu organises la donnée pour que l'output soit le plus précis, on a craqué ça récemment. En fait, tu structures la donnée avec questions-réponses. Ça, c'est pas mal. Donc, par exemple, si tu as un paragraphe, bah, tu vas split ton document en paragraphes. Et pour chaque paragraphe, tu vas faire rédiger, grâce à un LLM, une question qui correspond à ce paragraphe. Je sais pas si tu vois. Et en fait, là, du coup, sur quelle taille de base de données là nous, on l'a fait pour. On a pris tout notre site web, fandever.com, et on l'a scrappé, on l'a mis dans une base. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé tous les paragraphes de notre site web et on a fait rédiger une question pour chacun de ces paragraphes. Et quand tu fais de la recherche vectorisée par-dessus ça, il arrive bien mieux à sélectionner quels paragraphes sont pertinents pour aller répondre à la question d'origine. Ça, c'est un bon hack. Ces questions qui agissent un peu comme des clés primaires, où Oui. tu fais un grand sommaire avec tes questions, au lieu de mettre des titres de parties, tu mets des questions, et après... C'est la question, c'est la métadata du paragraphe. Question, paragraphe, question, paragraphe, question, paragraphe. Mais du coup, tu vectorises la question ou tout le question. paragraphe quand même? Tout, ouais, donc Ouais. question plus la Question réponse. plus, Ok. Et ouais. ça améliore tes stats de rate. Ouais, bien meilleur. Ça m'intéresse. J'envoie SMS sur mon téléphone. C'est pas mal. Et après, sur la question de la base de données, et inciter les gens à mettre les données au bon endroit. C'était une problématique qu'on avait sur l'expérience utilisateur, c'est de faire comprendre un peu ce que tu disais, c'est que c'est des probabilités et qu'à chaque fois, tu as la réponse la plus probable. Et c'est pas forcément la vérité. Et donc, en fait, on a mis un scoring sur ta réponse avec un pourcentage. Grosso modo, c'est que tu as 0,80, enfin, un quotient de 0,90, que ça soit la bonne réponse. Et ça permet à tes collaborateurs de comprendre que, ok, la réponse, elle n'est pas totalement vraie, et en fonction du prompt et de comment je vais améliorer le prompt, je vais améliorer mon score. Et tu crées un peu cette gamification. Donc ça, c'est ce qu'on a mis dans l'outil. Et après, derrière, c'est vraiment que c'est du prompt pur, mais après, pour pousser tes collaborateurs à comprendre ça, c'est de la culture d'entreprise propre, mais il y a des petits tips comme ça où nous, on a mis un score pour essayer de faire comprendre aux gens que, en fonction de ton prompt, ça changera et le score va augmenter. Mais après, ouais, directement, j'ai pas de... Ok, ouais, juste pour un peu le repréciser, par exemple, quand les sales les plus seniors ont des arguments qu'ils adressent aux prospects ou aux clients qui sont vraiment spécifiques, c'est difficile de récupérer en fait toute cette information pour la mettre disponible dans un GPTS par exemple, pour que quand on recrute des stagiaires, on leur mette ce GPTS dans les mains et qui en fait arrivent à avoir la même qualité d'argumentaire que les sales les plus seniors en étant dans la boîte depuis une semaine. Et en fait, ça permettrait de, si on pouvait mettre un outil comme ça dans la main des stagiaires, ça pourrait en une semaine, il pourrait devenir hyper efficace. Tu prends un call recorder, tu vois, Gong, Firefly, ces trucs-là, Mojo, ça recorde les calls de tes commerciaux, et ensuite tu prends les transcripts d'appels et tu les mets dans la base de ton GPTS. Ok. Plus généralement, en fait, il faut faire de l'acquisition de données une habitude. En fait, et c'est déjà le cas parce qu'on veut des métriques et tout, mais en fait, je pense qu'avant de se dire c'est pour l'IA, tu vas devoir te poser et vas-y, mets tout ton savoir dans un point texte. Alors si tu y arrives, franchement, banco, parce que J'y arrive pas du coup. on peut le faire. Non, mais on peut demander aux gens de formaliser un peu, mais le problème c'est comme tu l'as dit, en fait, l'expertise c'est pas les 2-3 phrases où je t'explique, moi je fais comme ça avec le client, c'est de regarder 3, 4, 5 interviews, etc. Donc je pense que je démarrerai par créer une culture de la captation de données d'abord. Et ensuite, tu auras ta donnée brute que tu peux exploiter. Après, c'est assez rigolo parce que tu dis, ça me saoule dans le GPTs, le junior qui arrive depuis une semaine, il n'est pas aussi bon que le senior. C'est vraiment en mode ma baguette magique, elle est un peu cassée, quoi. Et non, mais en fait, ça montre où on va et je trouve ça génial quand même. Mais voilà, je pense que d'abord, captation de données et aussi, fais gaffe, juste un truc, je me prononce là-dessus, peut-être que tu n'es pas d'accord, je trouve que les GPTs sont à chier. Et ils sont super mal. Tu vois, on parlait d'ingénierie. Les GPTs, c'est les mêmes modèles.
Ils sont super mal ingénierés et on ne sait même pas comment ils sont foutus. Privilégient des solutions comme celles que nous on fait en interne ou comme Ubi en l'occurrence, qui sont beaucoup plus claires sur comment ils arrivent à la réponse, parce que les GPT c'est une horreur pour ça. Et pour le coup, tu parlais de données mal structurées. Nous, on a des très bons résultats avec des données mal structurées, même si l'astuce là de la question, mais la donnée est quand même mal structurée de base. T'as un Android, toi, non? J'ai un Android, non, j'ai un iPhone, moi. Je te jure, mais même, on dirait pas. Tu peux voir ce qui se passe sous le capot et iPhone. Non, mais je suis développeur malgré tout, c'est-à-dire que je me flagelle avec macOS et avec Unix tous les jours, malgré tout. Non, voilà, c'est que en voyant ce qui se passe, tu comprends un peu mieux où tu en arrives et surtout tu peux réaccéder à la source, etc., ce que font assez mal les GPTs. Voilà. On va prendre une toute dernière question avant de passer dans la pièce à côté. Et il y en a une devant. On aurait dû te filer un micro juste pour toi, en fait. Merci. Vous parliez de ROI avant. Est-ce que vous êtes capable de quantifier un peu? Ouais. On arrive assez bien dans des boîtes comme nous. La rentabilité est tellement serrée que tout est monitoré. Chaque clic de chaque agent sur chaque PC, sur chacun de nos agents est monitoré. Donc, on arrive à traquer assez bien. Tu vois, sur ce floor d'agents, on n'a pas de copilote. Le temps de traitement est de 16 minutes. Grâce au copilote, on est à 12 minutes. Donc, c'est 25% d'accélération de la productivité. Donc, sur ce floor, au lieu d'avoir 500 personnes, on peut en avoir 400 et quand même fournir la même qualité de service. Tu vois. Donc après, comment est-ce que tu gères ça opérationnellement, quoi. Ouais. Non, déjà, avec 400, j'étais 20%, alors que j'ai 25%. Tu vois, j'avais déjà pris... Alors, déjà, toute mesure qu'on se donnerait serait quand même qu'un proxy du truc, parce que c'est un peu comme quand tu passes du cheval à la bagnole, en fait. Tu te dis pas, est-ce que je gagne du temps en passant la voiture? Alors, dans un premier temps, si tu fais les mêmes trajets qu'en cheval, oui. Et puis ensuite, tu te mets à dire, tiens, c'est rigolo, je peux aller de Nice à je connais pas ma géographie, mais de Lille à Marseille, des trucs chiants là comme ça, qui se faisaient pas trop en cheval. Donc on peut que se donner un proxy, on va dire, qui est un peu le premier ordre, quoi. Qu'est-ce que je gagne avant de voir ce que je ne sais pas que je vais gagner? Et en l'occurrence, nous, quand on fait de la méthodologie d'audit en entreprise, on est, vraiment, on revient à la base du ROI, c'est donc du temps qu'on multiplie par un taux horaire, même si des fois on s'embête même pas, on prend le taux horaire global de la boîte, moyen de la boîte, parce que l'idée c'est d'avoir un sentiment de ce qui se passe, surtout. Donc on prend du temps et ensuite on a des petites heuristiques toutes bêtes pour savoir à quel point c'est difficile ou pas d'implémenter l'outil. C'est-à-dire que si on a un process, en fait, si on plisse les yeux et qu'on regarde un process de loin, c'est censé être une boîte noire avec des trucs en entrée, des trucs en sortie. Si ce qui rentre c'est du texte et ce qui sort c'est du texte, quel est le cas du customer service par exemple, ou je vais dire une bêtise, ce qui rentre c'est du document et ce qui sort c'est du texte, une newsletter, je vais lire des informations, etc. Je vais faire une newsletter, etc. On va être capable de dire ok, ça c'est faisable avec un investissement temps, dev, boîte de consulting, ce que tu veux, qui va représenter moins de 10 000 balles, je te dis une bêtise. Et donc en fait, on fait le petit produit au cran croix ou notre division à partir de ça, et on obtient un proxy de un peu des quick wins, si tu veux. L'idée c'est pas tant d'être fin sur le ROI. Enfin, je pense pas qu'on est peut-être. Nous, en tout cas, on n'est pas assez mature pour être fin sur les ROI. Par contre, on est capable de dire ça, faut le faire maintenant, ça coûte que dalle et tu vas vraiment faire plus 20% sur ton CA. Et ça, peut-être plus tard parce que c'est plus fin, parce qu'il faudrait bien traquer, etc. C'est vrai que pour Fundever, si tu traques tout, tu as l'avantage de pouvoir être très précis là-dessus. Nous, dans les boîtes qu'on accompagne, PME, même ETI, ils n'ont pas cette culture-là forcément de traquer le clic ou autre parce qu'ils n'ont pas les mêmes marges non plus. Donc, on va plutôt essayer de regarder des trucs. Mais bon, ça, c'est comme les matrices urgents importants en fait. Quand tu vois un truc qui est dans le cadran en haut à droite, tu sais que tu dois le faire de toute façon, même si tu n'es pas fin dans ton calcul. Et donc, si on peut mettre un chiffre là-dessus ? 4. 4,5 c'est mieux, mais 4 c'est déjà pas mal. Non, tu regardes sur un an et en fait tu te rends juste compte que genre, je te passe un cas qu'on a en audit en ce moment. Tu as une tâche qui concerne 25 salariés, qui prend 1 heure par semaine. Tu fais ton calcul, tu te retrouves avec ça fait quoi? Ça va faire dans les 1000 heures à peu près sur le mois. Et puis en fait tu mets ta solution en face et tu fais des estimations très conservatrices. Ce qui est bien avec l'IA, c'est que c'est tellement transformationnel, un peu comme la baguette magique cassée de monsieur tout à l'heure, que tu peux te permettre d'être très conservateur et dire ok, j'estime que je vais gagner 20 à 30%, et en fait tu te rends compte que même si tu mettais un budget maintenant sur la table de 100 000 balles pour un truc qui n'en coûte que 5 000 balles, tu serais quand même rentable sur le truc. Donc au moins c'est un peu comme quand tu fais un business plan sur un bout de table, quand ça marche c'est très clair. Après c'est un soft ROI, quoi, parce qu'il faut avoir le courage de, tu vois, les 1000 heures que tu as gagnées, du coup c'est un salaire.
qui c'est qu'on vire? Il y a un peu c'est un petit moment solennel quand même comme ça là dans la PME. Mais oui, c'est sûr que en fait, ces trucs-là où tu fais gagner du temps un petit peu par-ci par-là, c'est un soft ROI. Il y a un ROI, mais c'est un soft ROI parce que pour le matérialiser financièrement, faut prendre des décisions difficiles, licencier et tout ça, quoi. Ou faire plus de valeur, bien sûr. Oui, bien sûr. Une très bonne conclusion.